Voilà, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. On va attendre encore quelques petites minutes pour que la plupart des participants puissent nous rejoindre. Et dès qu'on aura atteint un nombre suffisant, on va pouvoir démarrer le webinaire du jour. Voilà, je propose de commencer pour qu'on puisse terminer plus ou moins à l'heure, je l'espère. Déjà, bonjour à tous et à tous, à toutes et à tous, pardon. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans des conditions un peu particulières, puisque, comme vous le savez certainement, à l'Infopole et au Cluster Tweed, on est davantage habitué à vous recevoir en chair et en os, j'ai envie de dire, et dans un cadre un peu plus convivial que virtuel. Mais bon, on a su rebondir et nous adapter aux situations un peu particulières. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire part de vos commentaires suite à l'organisation de ce webinaire pour que l'on puisse améliorer ce type d'événement également à l'avenir. Alors, vous l'avez peut-être appris dans les différentes communications qui ont préparé ce webinaire, mais le secteur TIC émet aujourd'hui plus de gaz à effet de serre que l'ensemble du trafic aérien. Et si le secteur TIC était un pays, il serait le troisième pays le plus consommateur d'électricité au monde, après les États-Unis et la Chine. Et la multiplication des usages numériques actuels ne font évidemment qu'accentuer encore plus ces enjeux environnementaux et énergétiques, tout particulièrement dans le contexte actuel avec l'augmentation du télétravail. Évidemment, c'est en tant que cluster porté sur l'énergie et les technologies numériques, ces questions nous préoccupent particulièrement à l'Infopole et chez Tweed. Et donc, on a décidé aujourd'hui d'organiser ensemble ce webinaire pour dresser les différents constats, mais surtout voir quelles sont les pistes de solutions pour faire du numérique autrement aujourd'hui à l'aube de l'arrivée d'un Green Deal européen également. Et pour aborder ces questions, on a invité Monsieur Olivier Vergeinst, qui s'est particulièrement penché sur ces questions, ainsi que différents acteurs et centres de recherche dans le domaine du numérique qui vont partager leur vision. Avant de vous laisser avec Monsieur Vergeinst, deux petites précisions pour vous dire qu'il y a un Q&A qui est disponible sur la droite de votre écran et qu'à la fin de chacune des présentations, les orateurs répondront à 2 ou 3 questions en fonction du timing. Voilà, mais sans plus attendre, je vais vous laisser entre les mains virtuelles, je vais dire, de Monsieur Vergeinst, de Green IT, qui va aborder la première introduction.
Monsieur Vergenst. On vous invite à partager votre présentation. Voilà, c'est à vous. Votre micro est désactivé, vous pouvez l'activer. Voilà, c'est mieux comme ça. Vous m'entendez maintenant? Super, merci. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? On voit votre écran, c'est parfait. Nous sommes partis. Donc, bonjour à tous, merci à l'Infopole et au Cluster Tweet de me recevoir aujourd'hui, de nous recevoir tous pour vous présenter ce sujet. Rapidement, je m'appelle Olivier Vergenst, j'ai un petit peu plus de 20 ans dans l'informatique, comme responsable de différents départements, que ce soit infrastructure, opération, développement applicatif. Je ne connaissais pas les impacts environnementaux du numérique, à part la partie data center qui est en général la plus connue. Et lorsque j'ai découvert tout ça, j'ai décidé d'aller me former en France. Et puis j'ai fondé l'année passée Green IT Belgium pour accompagner les entreprises et les aider à réduire leur empreinte environnementale du numérique. Pour arriver à faire ça, j'ai créé un petit réseau déjà non négligeable de différents experts, principalement orientés vers la France au début parce qu'ils ont déjà plus de 15 ans d'expérience dans le numérique responsable, mais aussi avec des associations européennes, les universités, le Cluster Tweet dont plusieurs membres sont cités là, et puis aussi des entreprises, certaines d'entre elles, je vais vous en parler, en Belgique, orientées dans le reconditionnement et l'économie circulaire autour de l'IT. Donc, dans ma présentation aujourd'hui, je vais vous parler rapidement des impacts écologiques des services IT, déjà une petite introduction, et vous expliquer ce qu'on peut faire pour réduire ces impacts en tant qu'entreprise et aussi dans votre vie quotidienne en utilisateur privé de l'informatique. Et puis, vous montrer qu'il y a toute une série d'avantages, non seulement du point de vue environnement, mais d'autres types de bénéfices, coûts, etc. Alors, les impacts environnementaux des services numériques. Tout d'abord, on va parler de gaz à effet de serre. Il y a d'autres types d'impacts sur les ressources naturelles, mais gaz à effet de serre, en règle générale, il y a 12 tonnes de CO2 équivalent émis par personne par an, d'après les différentes études. C'est un chiffre un petit peu au milieu des différentes études. Et on va faire une petite comparaison. Donc, on a environ 3 tonnes, un petit peu moins de 3 tonnes qui sont dédiées au transport, 1,5 tonne à l'utilisation de la voiture, 500 kg aux avions, 100 kg aux autres transports. Et je vous laisse vous poser un petit instant la question de l'impact en gaz à effet de serre de votre utilisation des services numériques en tant que personne privée dans nos pays ou en tant qu'employé. Je vous laisse essayer de trouver un chiffre, et puis je vous le montre. Eh bien, la moyenne pour la population française, belge, est d'environ 1,2 tonne, et pour un employé est d'environ 1,5 tonne. Donc, on parle très souvent de réduire l'utilisation de l'avion, par exemple, mais on ne se rend pas compte que l'utilisation des ordinateurs, de façon générale, et de tout ce qui tourne autour, informatique des objets, capteurs, etc., a un impact vraiment non négligeable. Alors, effectivement, au niveau mondial total, on est un tout petit peu au-dessus de l'émission des gaz à effet de serre par les avions, par l'aviation civile, mais au niveau personnel, en Belgique, on voit qu'on est nettement au-dessus. Donc voilà, un enjeu dont on parle relativement peu et qui pourtant est non négligeable. Et donc 1/8 de votre empreinte carbone environ qui est due aux services numériques. Alors un petit exemple pour vous montrer que c'est vraiment pas quelque chose de négligeable, ici c'est la homepage d'RTL, c'est un site, j'aurais pu en prendre plein d'autres, ils sont en règle générale relativement similaires dès qu'on est dans les médias. La page ici, ecoindex.fr, permet d'analyser n'importe quelle page web et de donner une estimation d'empreinte environnementale. Alors vous voyez au-dessus, on a une lettre G, donc ça c'est un petit peu comme pour les frigos, hein, A, B, etc. Mais ici, malheureusement, on voit que comme la plupart des pages médias, elles sont assez loin dans les F et G en général. Et on voit aussi que l'empreinte environnementale de cette page unique, la homepage, est de 2,93 g. C'est pas énorme, c'est quelques centaines de mètres en voiture, sauf qu'elle est visitée plus de 10 millions de fois par mois, encore plus pendant le confinement d'ailleurs, et lorsqu'on multiplie l'un par l'autre, on obtient quasiment 32 tonnes de CO2 équivalent par mois. C'est l'équivalent d'un petit peu plus de 8000 km par jour en voiture, avec une voiture qui n'est pas encore trop émettrice, 127 grammes de CO2 par kilomètre. Donc vous voyez, on est vraiment sur des chiffres intéressants, et là, on ne parle encore que de la homepage, on n'a pas vu la moindre vidéo, on n'a pas encore été voir les articles, et il faut savoir que les vidéos, évidemment, vont émettre nettement plus. Alors,
En 2019, fin 2019, GreenIT.fr, qui est un collectif d'acteurs dont GreenIT Belgium fait partie, donc un collectif français d'acteurs du numérique responsable, a publié une enquête sur l'empreinte environnementale du numérique mondial et sur les différents types d'impact, que ce soit consommation d'énergie primaire, les gaz à effet de serre, la consommation d'eau, et puis aussi, on parle d'électricité, alors ça n'est pas un indicateur environnemental, mais c'est un indicateur dont tout le monde comprend les impacts tout de suite. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'évolution de 2010 à 2025, les prévisions pour 2025, on a une forte augmentation sur tous les indicateurs. Et par exemple, gaz à effet de serre, x3, plus de x3 sur 15 ans. Et ces impacts viennent de trois tiers, comme on appelle, 3 niveaux. Alors, on parle toujours des centres informatiques, je vous en ai parlé en introduction, on parle parfois du réseau, d'Internet, etc. Et puis, il y a les équipements utilisateurs, vos smartphones, vos ordinateurs, tablettes, mais aussi les équipements comme vos montres connectées, etc. Et à votre avis, d'où vient quelle est la source principale de ces impacts environnementaux? Eh bien, on pense souvent que ce sont les centres informatiques, ce sont en réalité les équipements des utilisateurs. Et tout ça pourquoi? Tout simplement parce qu'on a d'abord énormément d'utilisateurs et on a beaucoup d'équipements par utilisateur. On est dans les 34 milliards d'équipements à peu près utilisateurs, là où on a quelques centaines de milliers de serveurs dans les centres informatiques. Donc on a un effet d'échelle tout simplement qui fait que l'impact des équipements utilisateurs est vraiment prépondérant. Et lorsqu'on parle d'équipement, on peut regarder 2 étapes. C'est d'une part la fabrication et d'autre part l'utilisation des équipements. Et ce qu'on voit ici pour les équipements des utilisateurs, c'est que l'étape de fabrication est vraiment ce qui a le plus d'impact. En particulier pour 3 types d'équipements, on voit qu'il y a une très forte évolution entre 2010 et 2025. C'est d'une part les écrans de télévision, les grands écrans, qui augmentent fortement leur empreinte parce que d'une part on en change plus vite qu'avant, et d'autre part parce que la diagonale de l'écran a fortement augmenté, a quasiment doublé. Donc là, on a une augmentation d'impact. De même pour les smartphones, il y en a non seulement de plus en plus, on en change de plus en plus souvent. On est à 22 mois de durée de vie moyenne en Belgique. Et les écrans des smartphones grandissent aussi. Et puis enfin, il y a vraiment l'explosion des objets connectés, où on voit, on passe en 15 ans de 1% des impacts à 18 à 23% suivant les indicateurs. Et ça, c'est simplement dû au nombre d'objets connectés qui doit encore très fortement augmenter d'après toutes les enquêtes. Alors, votre entreprise a vraiment la capacité de jouer un rôle là-dedans, de faire sa part pour réduire ses impacts. Et on va partir de l'analyse de cycle de vie d'un PC. C'est globalement la même vue pour les différents types d'équipements informatiques. Et donc, les étapes de ce cycle de vie sont montrées là. Pré-manufacturing, ça va être l'extraction des ressources naturelles et la fabrication des composants. Le manufacturing, ça va être la phase d'assemblage de ces composants, et puis distribution, c'est le transport. Utilisation, son nom indique exactement ce que c'est, et puis la phase de fin de vie, où on va avoir peut-être du recyclage, mais principalement en fait de la mise en décharge, et surtout des trafics réellement mafieux. Interpol essaye de lutter contre ces trafics. Donc Interpol dit que plus de 65% de nos déchets électriques et électroniques font partie d'un trafic qui va principalement envoyer vers l'Afrique, encore un petit peu vers l'Asie, mais principalement vers l'Afrique et le Ghana. Donc 65% d'après Interpol et jusqu'à 90% d'après Greenpeace. Donc on a un ordre de grandeur, tout le monde en tout cas est d'accord pour dire qu'il y a énormément de nos déchets qui partent dans la nature et se retrouvent sur des décharges. Donc pour lutter contre ces impacts, on va regarder principalement les 3 étapes où il y a les pollutions. Donc chacune des barres verticales que vous voyez indique un différent type de pollution, que ce soit acidification des eaux, eutrophisation, toxicité humaine, etc. Utilisation des ressources naturelles aussi évidemment. Et pour chacune de ces étapes,
on va essayer de trouver des actions. Alors, je vais d'abord me placer en tant qu'entreprise cliente de l'informatique. Par exemple, une banque. Une banque a un énorme parc informatique, que ce soit pour les ordinateurs de leurs employés, les serveurs, etc. Ils sont clients de l'informatique en premier, donc, et utilisateurs. Même chose pour la plupart de vos entreprises, vous avez certainement toute une série d'ordinateurs, de machines que vous utilisez simplement pour faire tourner l'interne de votre service. À ce point de vue-là, la première étape va être d'allonger la durée de vie d'utilisation de vos équipements et penser à des achats responsables. Pourquoi est-ce que c'est important? À cause du nombre de nouveaux. Dans le monde, on fabrique chaque jour 450 000 laptops et rien qu'en Europe, on en jette 160 000 par jour et dont 70% pourraient être réutilisés. Ils sont encore fonctionnels, peut-être pas entièrement, mais en tout cas, avec une petite réparation, un petit reconditionnement, ou parfois rien à faire même, ils sont encore tout à fait utilisables. Donc dans la politique d'achat des entreprises, il y a vraiment le fait de penser à acheter quelque chose qui va être réparable et qui va, grâce à ça, avoir une durée de vie plus longue. Ici, je vous montre l'exemple du Fairphone. Alors évidemment, ce n'est pas la panacée, parce que ce n'est peut-être pas le téléphone le plus agréable parfois à utiliser, mais la logique est là, c'est d'avoir un matériel qui est plus facilement réparable. Et si on regarde dans les laptops, par exemple, eh bien, un Dell est en règle générale plus facilement réparable qu'un HP, qui lui-même est plus facilement réparable qu'un Apple. Je parle en généralité. Mais on voit que certains fabricants, certains reconditionneurs vont se spécialiser, par exemple, dans les Dell, parce que économiquement, il est plus facile de les reconditionner et donc de leur donner une seconde vie. Donc si vous pensez à quelque chose de réparable, ça veut dire que non seulement en interne, potentiellement, vous pouvez réparer les machines si elles ont une panne, mais aussi d'un point de vue seconde vie, vous allez pouvoir permettre une économie circulaire réellement, c'est-à-dire des entreprises qui vont récupérer vos matériels, vos équipements et leur donner une seconde vie. Et ici, je prends l'exemple de SmartWorld, donc une entreprise qui est basée en Wallonie, qui crée de l'emploi local, qui récupère localement et qui revend localement en donnant une traçabilité complète sur les équipements et qui permet d'éviter le trafic de déchets. Et de même pour les ordinateurs, une autre entreprise wallonne, Comex, récupère des grands parcs de laptops, les reconditionne de façon professionnelle et fournit une nouvelle garantie de 2 à 3 ans suivant les cas. Et donc, on est dans quelque chose qui est aussi adapté aux entreprises. C'est adapté aux particuliers, mais vous pouvez facilement acheter 50, 100, 200 laptops en passant par Comex, par exemple. Il y a d'autres fournisseurs similaires. Donc, on est dans une gestion similaire à de la gestion d'équipements neufs. Finalement, vous pouvez acheter un parc à renouveler votre parc de cette façon-là. Et ce sont des ordinateurs sur lesquels vous aurez aussi des garanties. Personnellement, j'utilise un smartphone de SmartWorld et un laptop de Comex, et il est très difficile de savoir que ce sont des équipements reconditionnés. Il y a vraiment une question de mentalité derrière ça. La plupart des gens sont habitués au fait d'acheter une voiture en seconde main, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, des choses comme ça. C'est quelque chose qui n'effraie pas grand monde. Par contre, on se pose beaucoup de questions pour les équipements électroniques. On se dit souvent, un nouveau smartphone, j'ai pas confiance dans quelque chose qui est reconditionné. C'est vraiment une question de mentalité. Vous avez d'un côté un risque vital avec la voiture à 120 km/h sur l'autoroute, et d'un autre côté, le risque plus d'image, de ne pas avoir peut-être le tout dernier smartphone. Voilà, un changement peut-être de mentalité à opérer. Alors, dans les étapes suivantes, vous avez évidemment l'économie d'énergie en tant qu'utilisateur. Ça n'est pas quelque chose de négligeable. Pôle emploi en France, par exemple, a fait toute une campagne d'éducation de ses utilisateurs pour éteindre correctement tout le matériel informatique le soir, le week-end, etc. Ils ont gagné 1,5 million d'euros par an sur leur facture électrique, rien qu'avec ça. Et pour autant, ça ne veut pas dire que tout le monde le fait correctement. Donc il y a vraiment des possibilités de ce côté-là à travers l'éducation. Et puis enfin, j'en ai déjà parlé, faire une collecte correcte de vos équipements et vous assurer que sur toute la chaîne, vos équipements vont être correctement traités, reconditionnés ou, si nécessaire, recyclés, et en tout cas pas envoyés vers des trafics. Donc là, il y a une question de transparence de la chaîne que vous utilisez. Toujours en tant qu'entreprise, vous avez un deuxième axe qui va être en tant que fabricant. Potentiellement, peut-être que vous fabriquez des capteurs, des différents équipements vous-même pour vos clients, ou vous êtes peut-être fournisseur de services IT. Je prenais l'exemple de la banque, mais évidemment, à travers son service de web banking, à travers son site web, etc., ce sont des fournisseurs de services IT, et probablement que vous fournissez aussi des services informatiques à vos clients. Dans ce cadre-là, vous avez évidemment la fin de vie, c'est exactement
exactement la même chose, vos équipements, vous allez devoir décider comment vous gérez leur fin de vie. Mais par contre, sur la première phase, vous allez avoir un impact direct à travers ce qu'on appelle l'éco-conception. Je vais y venir un petit peu plus en détail. Et on y viendra encore plus en détail dans les présentations suivantes d'ailleurs. Il y a possibilité de faire de l'éco-conception au niveau hardware, donc vraiment de se poser la question de la réparabilité de ce que vous fabriquez, de la possibilité de séparer les composants à la fin, de les recycler correctement, d'avoir la consommation d'énergie la moindre possible, etc. Et puis d'un point de vue software, vous aurez directement un impact aussi sur les équipements. Si vous écrivez du logiciel qui a besoin de beaucoup de ressources informatiques, de beaucoup de serveurs, vous allez obliger vos clients à avoir plus d'équipements. Si vous avez un software qui est capable de tourner sur des machines plus anciennes, vous allez leur permettre d'allonger la durée de vie des équipements. Et donc, on en vient maintenant à avoir certains contrats des grandes entreprises qui commencent à être sensibles au Green IT. Dans ces contrats d'achat de logiciels, il y a des clauses comme quoi le logiciel qu'on achète aujourd'hui devra toujours tourner dans 5 ans sur les machines qu'on a aujourd'hui. Donc vraiment avec le but d'étendre la durée de vie, qu'on ne soit pas forcé de faire des changements d'équipement informatique juste parce que le logiciel grandit, grossit et devient instable sur des machines actuelles. Et évidemment, du point de vue utilisation, vous aurez la même possibilité de faire de l'éco-conception. Au moment de l'éco-conception, vous assurez que vous réduisez l'impact énergétique, que ce soit d'un point de vue hardware ou d'un point de vue software, par exemple en transférant moins de données. Donc pour revenir un petit peu plus en détail sur ces étapes, alors tout d'abord, petite question pour vous, quel est à votre avis le lien entre Apollo, le LEM, etc., et un email aujourd'hui? Eh bien, le lien entre les deux, c'est la taille du code de l'ordinateur du LEM. Il avait droit à 70 kilos de code, et aujourd'hui, un email moyen, c'est 70 kilos aussi lorsqu'il n'a pas de pièces jointes. Donc, on est arrivé, alors évidemment, on était extrêmement contraint par les ressources informatiques disponibles à ce moment-là, mais il se fait qu'on a énormément amplifié la taille de tout ce qu'on utilise, les emails, les programmes, etc. Et on a des programmes qui finalement n'ont pas beaucoup plus de fonctionnalités qu'il y a quelques années, mais qui par contre, d'un point de vue taille, sont devenus beaucoup plus grands et nécessitent beaucoup plus de ressources informatiques. Et qui aussi transfèrent beaucoup plus de données qu'avant. Et ça a un impact direct dans certains cas sur le business que ça peut rapporter aux entreprises. Si on voit Google par rapport à Yahoo, par exemple, Yahoo était un portal avec plein d'images, de publicités, etc. Et à côté de ça, vous avez Google qui est une page blanche avec juste une barre de recherche. Mais tout le monde a choisi Google et petit à petit, ça leur a permis d'investir de plus en plus sur leur moteur de recherche et d'avoir finalement l'outil le plus efficace. Et c'est ça qui leur a amené la victoire dans ce cas-là par rapport à Yahoo. Et l'exemple que vous voyez au-dessus, c'est la Deutsche Bahn, hein, donc la SNCB allemande en gros. Vous voyez 3 écrans qui fournissent la même fonctionnalité de base, c'est-à-dire aller chercher l'horaire d'un train et acheter votre billet en ligne. Et vous voyez qu'en fonction de la façon dont c'est fait, vous pouvez multiplier ou diviser l'impact en quantité de données par maximum 700 dans ce cas-ci. Si vous êtes au milieu de la campagne avec une mauvaise connexion 3G, vous serez extrêmement content d'avoir au moins l'image du milieu, peut-être pas celle de droite, mais au moins l'image du milieu plutôt que celle de gauche, pour avoir le temps de faire la recherche de votre horaire de train et d'acheter le billet de train avant que le train soit parti. Donc, il y a plusieurs exemples, si c'est quelque chose qui vous intéresse, la partie software et éco-conception, il y a plein d'exemples de business qui ont gagné réellement en part de marché grâce à une éco-conception, à transférer moins de données et à être plus efficace. Et d'un point de vue infrastructure, il y a un coût réel direct d'augmenter votre efficacité. Alors, ce n'est pas toujours pour des raisons d'éco-conception, ce n'est pas environnemental à la base, mais ça a un impact environnemental direct. Si je prends l'exemple de LinkedIn, qui est le plus parlant ici, ils grandissaient tellement vite qu'ils devaient tout le temps rajouter des data centers. Et ça avait un coût gigantesque qui faisait que leur business model était réellement en danger. Ils ont revu complètement leur architecture, depuis le client qui tourne sur les smartphones jusqu'au serveur. Ils ont revu tout. Ça leur a permis de diviser, toutes choses étant égales par ailleurs, diviser par 112 leurs besoins en infrastructure informatique. C'est énorme. Donc la réduction de coûts que ça leur a permis de faire est juste phénoménale, et c'est ça qui leur a permis de continuer à être bénéficiaires. Alors,
Je ne vais pas rentrer trop dans le détail des bonnes pratiques parce que je ne pense pas qu'on a on n'a peut-être pas que des développeurs autour de la table, mais il y a toute une série donc de bonnes pratiques depuis vraiment la conception jusqu'au hosting de vos applications. Vous pouvez les retrouver principalement dans ce très bon petit bouquin qui coûte vraiment pas cher, c'est 12 € si je me trompe, et qui reprend 115 fiches. Alors c'est pour le web, mais ça s'applique en gros à tout ce qui est développement de façon générale. Des petites fiches comme celle-ci avec la priorité, la facilité de mise en service et le gain potentiel d'un point de vue écologique. Et puis, il y a d'autres outils, les formations que nous offrons, dont je vous ai déjà parlé. Il y a le collectif greenIT.fr, dont nous faisons partie. Il y a l'Institut du numérique responsable en France et qu'on est occupé à faire monter vers la Belgique, qui contient aussi toute une série d'outils. Il y a EcoIndex, que je vous ai déjà montré tout à l'heure, Ecometer, par exemple, qui va vérifier 15 des 115 bonnes pratiques du petit livre vert que vous voyez là. Voilà, il y a pas mal d'outils si ça vous intéresse de regarder ce que c'est que l'éco-conception. Il y a aussi tous des aspects d'accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap, des choses comme ça, pour lutter contre la fracture numérique. À l'inverse de toutes ces bonnes pratiques, vous avez deux exemples, pour n'en citer que deux, mais il y en a plein d'autres. Vous avez par exemple le Bitcoin, vous voyez ici l'empreinte énergétique d'une transaction Bitcoin par rapport à 100 000 transactions Visa. Vous imaginez si toutes nos transactions de paiement devaient passer par le Bitcoin, l'impact énergétique que ça aurait, ce serait juste phénoménal. Et un autre exemple, on parle énormément d'intelligence artificielle. Bien, il faut former, entre guillemets, une intelligence artificielle pour qu'elle puisse effectuer correctement son travail. Et on voit que sur une intelligence artificielle récente, on a émis plus de 5 fois plus de gaz à effet de serre pour cette formation de l'intelligence artificielle, plus de 5 fois plus que sur toute la vie d'une voiture. C'est juste des impacts auxquels on ne pense pas du tout. L'intelligence artificielle, c'est formidable, mais le numérique, ça a réellement un impact environnemental non négligeable. Alors, quelles sont les étapes possibles pour vous? On va commencer par les utilisateurs. Chose que vous pouvez faire à la maison, au bureau, etc. La première chose, la plus simple, j'en ai déjà parlé, c'est d'étendre la durée de vie de vos équipements, acheter du reconditionné, acheter moins d'équipements, les grands écrans et l'informatique des objets en particulier. Faites attention à ces aspects-là. Le deuxième aspect va être sur la vidéo. Le streaming vidéo est une des choses qui prend le plus de bande passante aujourd'hui. Plus de 80% de la bande passante mobile est utilisée aujourd'hui pour de la vidéo. Si vous voulez réduire votre empreinte, il y a principalement trois choses que vous pouvez faire facilement. Réduire la définition de la vidéo que vous utilisez. Si vous êtes sur votre smartphone, pas besoin d'aller le télécharger en 4K ou que sais-je. Même chose potentiellement pour la télévision. Prenez, si vous utilisez Netflix, prenez une définition un petit peu plus basse quand c'est possible. Ne démarrez pas automatiquement, c'est dans les réglages de Facebook, de Twitter, etc. Toutes les vidéos, vous pouvez éviter qu'elles démarrent automatiquement et donc qu'elles se téléchargent automatiquement. Et puis, en particulier, évitez la 3G et la 4G. Si vous voulez regarder une vidéo dans le train, grand bien vous fasse, et on ne va certainement pas vous l'interdire, mais la question est de prendre des actions qui vont réduire cette empreinte. Si vous téléchargez la série ou le film avant de partir à la maison, vous le faites en Wi-Fi, vous diminuez par 3 votre empreinte environnementale. Déchets virtuels, quelque chose d'assez simple, désinscrivez-vous des newsletters plutôt que de juste les laisser en spam ou de les effacer à chaque fois qu'elles arrivent, désinscrivez-vous. Après quelques semaines, ça va commencer à fortement se réduire. Il y a des outils pour le faire automatiquement, mais je ne peux pas réellement vous les conseiller parce que pour la plupart d'entre eux, il y a vraiment des problèmes d'accès à vos données personnelles, données privées, mais c'est vraiment se désinscrire va jouer. Utiliser un adblocker potentiellement peut vraiment aider aussi, donc bloquer les publicités. De nouveau, évitez la 4G lorsque vous le pouvez. Si vous avez accès à un Wi-Fi sécurisé, utilisez ça. Et puis, l'URL complète, c'est-à-dire, vous le voyez ici, lorsque les gens font, simplement, ils veulent aller sur Facebook, et ils vont taper Facebook dans la barre d'URL plutôt que facebook.com, on voit que les 5 mots les plus recherchés sur Google sont Facebook, YouTube, Google, Gmail et Hotmail, simplement parce que les gens ne tapent pas le .com. Si vous connaissez l'URL complète, tapez-la. Si vous pouvez la sauver dans vos favoris, utilisez vos favoris. Ça va vous permettre d'éviter de passer par un moteur de recherche pour aller après sur la destination que vous cherchiez finalement. Alors on parle énormément de réduire, d'effacer ces anciens emails. C'est soi-disant que ça va sauver la planète d'effacer ces anciens emails. En réalité, ça a très peu d'impact. C'est vraiment marginal, mais tout geste est bon à prendre. Donc si vous avez le temps de le faire, faites-le. Si vous voulez effacer vos emails, concentrez-vous sur les gros emails qui contiennent des pièces jointes, des choses comme ça.
Mais le plus important est de réduire la quantité de nouveaux emails et donc limiter l'utilisation d'emails en envoyant à moins de destinataires. Ne faites pas un reply to all, mais sélectionnez les gens qui vous envoient vos emails. Évitez des images, par exemple dans les signatures, vous pouvez paramétrer vos signatures pour n'envoyer des images que au premier email et pas aux réponses, etc., qui connaissent déjà votre logo. Même chose pour les transferts, vous pouvez utiliser WeTransfer, SwissTransfer, il y a plein d'autres solutions qui permettent d'éviter de joindre des fichiers dans les emails. Ça va permettre que uniquement la personne qui en a besoin le télécharge et pas tous ceux qui reçoivent l'email. Et puis le cloud, le fait de transférer des données sur le cloud correspond en gros à 1 an d'énergie nécessaire pour stocker ces données. Donc ne transférez que ce qui est vraiment nécessaire de mettre sur le cloud. Ça a des avantages, clairement, il est plus environnementalement parlant, il peut être meilleur d'utiliser le cloud que de travailler par email, en particulier pour les échanges de pièces jointes si vous êtes à plusieurs à travailler sur un document. Si possible, évitez de le faire en 3G, 4G pour synchroniser vos photos, pour aller sur Facebook ou des choses comme ça. Le cloud en soi n'est pas mauvais, il a vraiment des avantages d'un point de vue infrastructure globale, mais il a des impacts auxquels il faut penser. Green IT est stratégique, on a vu, ça peut aider à réduire les coûts, à améliorer l'expérience utilisateur. Ça va vous permettre aussi pour vos nouvelles recrues, tout comme pour les recrues existantes, pour vos employés, d'amener un nouveau sens à ce que vous faites dans l'IT. De plus en plus de gens se posent la question de l'impact de ce qu'ils font au quotidien, mais il y a vraiment moyen d'avoir, tout en faisant son travail normal, d'avoir un aspect positif pour la planète dans ce qu'on fait, et aussi pour les aspects sociétaux, etc. Je vous parlais d'inclusion numérique. Et puis, on va aussi vous permettre de vous préparer aux nouvelles législations. Je travaille beaucoup avec la Commission européenne maintenant pour justement préparer une série de nouvelles législations autour du Green IT et aussi à travers les objectifs de développement durable des Nations Unies. Vous connaissez certainement ces 17 objectifs. Bien 9 d'entre eux, vous pouvez travailler à travers l'informatique pour réduire votre empreinte sur 9 de ces objectifs de développement durable. Et ça va vous permettre de communiquer d'une façon différente vers les différents médias, etc. Et puis, vous ferez partie d'un réseau actif que nous essayons de mettre sur pied en Belgique autour, justement, du numérique responsable, d'échanger des informations. Donc, pour terminer, quelles sont les étapes pour vous? Eh bien, si vous souhaitez faire partie de ce club, la première partie qu'on va vous proposer va être de mesurer l'empreinte de vos services et la maturité aussi du point de vue process, etc., de vos services IT. Et on va vous permettre de vous comparer à plus d'une quarantaine d'entreprises qui ont déjà fait cet exercice, de façon à ce qu'après vous puissiez échanger avec ceux qui ont rencontré les mêmes difficultés que celles auxquelles vous faites face, de façon à ne pas tomber dans des pièges qu'ils ont peut-être déjà pu éviter, pour lesquels ils ont des solutions à vous recommander. Ça va vous permettre de définir votre plan d'action, de former évidemment vos équipes, il y a différents types de formations disponibles, d'atteindre ces objectifs environnementaux et potentiellement, si vous êtes un fournisseur IT, vous pouvez être intéressé aussi d'obtenir le label Conception numérique responsable, qui va vous amener à ce moment-là potentiellement de nouveaux marchés. Et puis je terminerai par, évidemment, la partie communication vers les médias, les conférences comme aujourd'hui, etc., où je serai extrêmement heureux de pouvoir montrer votre logo et potentiellement, lorsqu'on va plus loin dans les sujets, d'expliquer justement ce que chacune de ces entreprises fait pour aller de l'avant. Si vous souhaitez nous suivre sur LinkedIn, n'hésitez pas, on essaie de publier régulièrement des articles, de faire suivre des articles à ce sujet-là, et vous pouvez sans hésiter nous contacter, que ce soit par email ou par téléphone. Et voilà, je suis un petit peu en avance pour vous laisser du temps pour les questions-réponses. Super, merci Olivier pour ta présentation. Justement, en parlant de questions, on en a une de David Boll, qui pose la question: est-ce que l'autocomplétion dans la barre d'URL ne limite pas le gain obtenu par l'utilisation de l'URL complète? Tout à fait, si on utilise l'autocomplétion et qu'on clique sur le lien qui apparaît, et si c'est le bon, on a évidemment un gain, tout comme les favoris, tout comme le fait de taper le .com en entier. C'est juste une question de facilité, mais typiquement si vous êtes sur un browser que vous n'utilisez pas tout le temps et que vous tapez une adresse que vous connaissez, tapez-la en entier. Très bien, merci pour ta réponse. Alors on a juste à l'instant une autre question qui vient d'apparaître. Un anonyme qui te pose la question: Comex a quelques ordinateurs disponibles. Y a-t-il d'autres sites belges qui font du reconditionné?
Oui, alors effectivement, ils n'ont pas une quantité phénoménale de différents modèles, simplement pour une question d'efficacité économique. Au plus vous avez des modèles, au plus c'est complexe d'avoir un business model qui tient la route. Néanmoins, le type de modèle qu'ils ont permet déjà d'avoir un équipement tout à fait correct. Personnellement, j'ai une machine assez récente qui a un petit peu plus de 2 ans et demi environ. Donc il y a une offre déjà de ce côté-là. Maintenant, il existe d'autres entreprises, parfois plutôt européennes, comme Circular Computing, parfois françaises. Il n'y a pas énormément d'acteurs en Belgique qui ont une offre conséquente et cohérente, à la fois d'un point de vue individuel et d'un point de vue entreprise. Il y a d'autres entreprises aussi qui récupèrent le matériel, comme par exemple Close the Gap, qui récupèrent le matériel, qui vont le reconditionner, mais pour aider à ce moment-là les pays africains. Plus particulièrement, ou aussi vers les universités, vers certaines écoles. Super. Moi, j'ai une petite question peut-être pour les membres de la communauté Infopole. Est-ce que tu as déjà des informations concernant l'établissement d'un éventuel label Green IT pour les produits et services informatiques? Alors, il existe déjà le label numérique responsable qui est développé par l'Institut du numérique responsable en France et que nous sommes occupés à porter en Belgique et au niveau européen. À ma connaissance, celui-là, et qui est la suite de conception numérique responsable qui était déjà lancée par greenIT.fr, c'est à ma connaissance le seul existant complet. Ok, merci. Serge Vautier demande si la présentation est disponible. Alors, pour votre information, le webinaire est enregistré, donc on va partager avec vous la vidéo du webinaire dans les prochains jours. Alors, peut-être dernière petite question pour toi, Olivier. Pauline demande, que penser de Microsoft qui force la transaction vers Windows 8.10 sur des machines qui ne peuvent supporter l'update? C'est toujours une question relativement complexe. Disons qu'ils ont tenu beaucoup plus longtemps avec cette version-ci que ce qu'ils avaient fait dans le passé. Donc effectivement, on est relativement forcé de passer à un nouvel équipement si les anciennes machines ne fonctionnent plus. Ça fonctionne toujours avec l'ancienne version, simplement il n'y a malheureusement plus les mises à jour possibles. Avec les anciennes machines, rien n'empêche dans ce cas-là de passer par exemple à des versions de Linux qui deviennent très, très agréables à utiliser aussi. Il y a toujours la question de la logique économique. Maintenant, il y a le nombre d'années que Microsoft a supporté cette version et supporte encore les versions actuelles. Le nombre d'années a fortement augmenté, donc on n'est pas sur quelque chose de totalement négatif, si j'ose dire. On peut pas tirer dans tout. On est beaucoup moins contraint qu'avant par Microsoft en particulier. Par Apple, ça commence petit à petit aussi. Ils commencent à vraiment être conscients de leur impact sur les machines. Mais rien n'est parfait, évidemment. Super. Je viens de voir. Oui, vas-y. Je peux parce que j'ai une petite question, mais aussi une remarque, parce que c'est quelque chose qui arrive maintenant souvent dans notre secteur énergétique et dans les projets qui sont déposés. On voit que typiquement dans les projets qu'on dépose à la région, vient presque à chaque fois maintenant la question de l'impact environnemental des solutions qu'on met en œuvre, notamment de l'effet rebond de ce qu'on peut proposer. Et donc ça, je pense que c'est essentiel de bien comprendre que maintenant, quand on dépose un projet d'innovation ou autre à la région, à chaque fois, en termes énergétiques, on a mis en place par exemple des solutions de monitoring, des nouveaux softwares, des méthodes qu'on met en œuvre avec l'intelligence artificielle, avec des blockchains, etc. Et donc, à chaque fois, via cette question-là. Et donc, c'est clair que quand on doit préparer un projet maintenant, on doit directement intégrer ça dans la réflexion, puisque c'est une question qui vient à chaque fois. Donc, je pense que ça, c'est important. Donc, moi, la question par rapport à ça, c'est est-ce qu'il y a des méthodes qui existent, des méthodes peut-être officielles, qui calculent ce ratio coût-bénéfice de choix en fait techniques qu'on va faire dans des projets. Est-ce que ma question fait sens? Oui, alors malheureusement, il n'y a pas une méthodologie largement utilisée, transparente, etc., à laquelle tout le monde a accès. Il y a évidemment la possibilité de faire ce style d'assessment, mais c'est relativement cher lorsqu'on veut aller vraiment dans le détail. Il faut parler à des experts qui vont à ce moment-là faire des analyses de cycle de vie avec la partie informatique en particulier. Donc on va être sur les ISO 14040 et la série. En règle générale, la plupart des méthodes
connus se concentrent sur l'impact en CO2, en émissions de gaz à effet de serre. Et lorsqu'on regarde les obligations de reporting des entreprises, elles ne contiennent pas la plupart des impacts de l'informatique dans leurs émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, probablement, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille avec entre autres le CNRS aussi. Je sais que l'UCL, David, etc. travaillent sur différents aspects pour arriver petit à petit à une méthodologie transparente justement qui permettra de calculer ça de façon plus équivalente pour tout le monde. Merci. Super, merci Olivier. Il y a d'autres questions qui sont apparues entre-temps dans le Q&A. Je te propose peut-être d'y répondre par écrit pendant les prochaines présentations pour qu'on puisse garder le timing. On va passer maintenant la parole à notre membre Nicolas Copé du Engie Data Center qui se situe dans le parc Realis ici à côté de nos bureaux à Jean-Blou. Bonjour Nicolas, tu nous entends? Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend super bien. Donc voilà, je te cède la parole. Donc voilà, merci Charlie. Donc je m'appelle Nicolas Copé, donc je suis responsable donc, du data center d'Engie qu'on a construit donc en Belgique pour héberger en partie les activités pour le Benelux, pour la PME que vous connaissez tous, hein, je pense, Engie. Donc il faut savoir que Engie a décidé donc ces dernières années d'être le leader dans la transition zéro carbone. Donc, il était logique pour nous de construire un data center qui soit le plus green possible pour justement diminuer notre impact énergétique. Donc, voici un petit agenda donc, assez light vu que le temps imparti est assez limité. Donc, une petite introduction donc, sur ce qu'est vraiment un data center. Donc, ici, vous voyez une image d'un ce qu'on appelle les hyperscalers. Donc, ce sont typiquement les GAFAM, hein, Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Évidemment, notre data center n'est pas à cette taille-là parce qu'on n'a pas le besoin d'un aussi gros data center. Et alors après, je vais parler un petit peu de la partie énergétique, donc là qui est très importante pour nous, donc au niveau du data center que nous disposons donc sur Jean-Blou. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un data center? Donc c'est un site industriel dont la fonction, c'est clairement de faire tourner des serveurs et d'interconnecter ces serveurs entre eux physiquement. Alors leur taille, comme je le disais, peut varier donc de quelques mètres carrés. Donc on parle du data center qui est dans votre cave, peut-être avec une climatisation, s'il y en a une qui fait peut-être une armoire, à certains data centers comme l'image que vous voyez en bas à droite, donc 670 000 mètres carrés. Donc là, c'est vraiment du big data center. C'est plutôt aux États-Unis. En Europe, on n'a pas ce genre de énorme data center. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un data center, c'est un asset qui dispose d'énormément de technologies différentes. Donc, on va parler évidemment de la partie électricité, mais pas que. Parce que donc, le serveur, il faut l'alimenter électriquement, mais en plus de ça, on va le refroidir. On va en permanence vérifier qu'il n'y a pas de départ de feu. Évidemment, le risque d'incendie est le risque majeur pour un data center. Quand je parle de la partie vraiment infrastructure. Ici, je ne vais vraiment pas rentrer dans la partie IT parce que c'est hors de mon périmètre. Alors, donc détection incendie, le but c'est de voir le plus tôt possible un dégagement de piles de fumée. Donc on voit donc chaque serveur a toujours une petite alimentation, une voire deux alimentations s'il est prévu pour un data center. Mais une alimentation à 100 € qui déclencherait un incendie et pourrait brûler les 50 000 serveurs à côté, ça serait pas de chance. Donc on met en place une détection très efficace. Donc l'idée c'est de venir détecter le plus vite possible un départ de feu et lancer une extinction automatique avec différents systèmes. Donc je ne vais pas m'étendre ici. Et alors, un des points très importants aussi, c'est tout ce qui est contrôle d'accès, vidéosurveillance et nettoyage. Contrôle d'accès, évidemment, on ne veut pas que quelqu'un vienne dans le data center et vienne retirer les disques durs et lire les données qu'il y a dessus. Alors, on ne peut pas être cryptographie, ce sont des moyens que les informaticiens vont mettre en œuvre pour pallier aux éventuels manques hardware, mais ça c'est encore une fois du périmètre. Alors, quand on parle de data center, il est très important aussi de classifier les data centers. Il y a un organisme international qui s'appelle l'Uptime Institute qui va définir 4 niveaux de data center. Niveau tier 1 à tier 4, qui est la Rolls entre guillemets de data centers. Le tier 1, c'est vraiment très très basique, donc je peux vous envoyer un slide, enfin d'envoyer des informations là-dessus. Donc c'est vraiment du très basique, on n'a pas beaucoup de redondance. Tier 2, c'est déjà un peu plus redondant. Tier 3, c'est un data center qui est maintenable sans arrêt. Et Tier 4, c'est un data center qui supporte n'importe quelle panne. Une panne, il est tolérant à une panne et il n'y a pas d'impact business. Donc, dans le cadre du data center dont Engie dispose, on est sur presque un tier 4. Donc, on a une aberration de langage, enfin, une raccourci de langage, on parle de tier 3+. Donc, ça veut dire qu'on est tout près du tier 4, mais certains petits détails font qu'on ne veut pas être tier 4. Évidemment, un tier 4 coûte beaucoup plus cher et est
a une base de consommation d'énergie beaucoup plus importante qu'un tier 1. Vous imaginez, vous avez donc 2 jeux de batteries, par exemple. Ben, les batteries ont un certain rendement. C'est logique, un data center qui a qu'une seule batterie pour alimenter une voie d'alimentation des serveurs va avoir une efficacité énergétique beaucoup plus importante qu'un data center qui est complètement redondant. Donc c'est important lorsqu'on parle de efficacité énergétique d'un data center, c'est de le comparer par rapport au niveau du tier, donc de sa classification. Alors, l'objectif du data center, c'est évidemment une somme de disponibilité à 100%. En fonction du niveau de tiering, l'uptime définit un niveau de disponibilité théorique qui va de 99,982% de disponibilité pour le tier 3, par exemple. Et alors, évidemment, qui dit data center dit qu'on est énormément des gros consommateurs d'électricité. Donc, M. Olivier juste avant nous disait que les utilisateurs sont les plus gros consommateurs, c'est certainement le cas, mais l'avantage dans notre cas du data center, c'est qu'on a la main mise entre guillemets sur la partie, sur la totalité de la consommation électrique, et donc on sait plus facilement aller jouer pour économiser de l'énergie et au final réduire la facture électrique. Donc, comment on va garantir notre data center? Donc, par design, c'est très important. Je parlais juste avant, donc on va avoir 2 chaînes d'alimentation complètes, séparées. Donc là, c'est vraiment le design du top des data centers, un tier 4. Mais le design ne fait pas tout. Il y a également une gestion opérationnelle stricte. Donc typiquement, chez vous, tout le monde le fait, c'est on va couper l'éclairage quand on quitte une pièce, ça paraît normal. En data center, on va utiliser les équipements uniquement quand on en a besoin et essayer de réduire au maximum les consommations d'énergie. Donc pour ça, il faut vraiment des gens qui sont au courant du risque, enfin du besoin de réduire la consommation électrique. Il faut une maintenance stricte, évidemment, parce que typiquement, c'est comme un moteur de data center. Donc, il faut savoir que l'alimentation normale, c'est le réseau comme chez vous. Lorsqu'on perd le réseau, imaginons un blackout, on en parlait beaucoup il y a 2 ans, on a des groupes de secours sur site qui fonctionnent au fioul. C'est le dernier recours si jamais on perd le réseau. Ces groupes de secours ont un certain rendement qui est évidemment beaucoup moins efficace que les centrales nucléaires, TGV, tout ce qu'on veut, et on ne va pas rentrer dans le débat maintenant. Mais les groupes de secours doivent être bien maintenus pour être certain que le rendement soit toujours le plus optimal possible. Pareil pour les batteries, ce genre de choses-là. Et pour détecter ce genre de choses, on met en place un monitoring très strict et un suivi énergétique également très strict pour arriver à détecter le plus vite possible une petite dérive qui ferait que la petite dérive à un moment T fait que potentiellement T plus 5 mois, à la facture c'est 200 000 € peut-être en supplément, on ne sait pas. Mais donc il faut le plus vite possible être au courant d'un problème, une petite dérive. Donc, pourquoi la disponibilité? Je vais revenir à cette partie maintenance. Il faut savoir que la plupart des incidents dans les data centers, c'est une erreur humaine. Alors, la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'il y a un incident data center, mais si j'ai relevé 2 points importants, mais une partie de l'Internet français qui était à l'arrêt, mais typiquement, un data center s'est coupé. Un problème d'alimentation électrique, etc. Allez, la loi de Murphy est toujours là, et tous les informaticiens la connaissent. En data center, il n'y a pas ne fait pas exception à la règle. On a également les mêmes problèmes. Je vois des séries et malheureusement, ça peut mener à un blackout. Et qui dit blackout, on a le cas British Airways. Pendant, je pense, une journée, il n'y avait plus un seul avion qui décollait dans le monde entier. Parce qu'il y a eu un incident, un arrêt de data center du côté de Londres. Donc voilà, d'où l'importance d'avoir une bonne maintenance et des équipes bien au courant qui suivent et qui maintiennent l'asset de manière la plus stricte possible. Alors, on en vient donc à la partie énergétique. Juste pour l'actualité du moment, donc on a fait un petit exercice sur un client qui fait donc tout ce qui est ce qu'on appelle le private cloud. Donc c'est des solutions comme on utilise pour l'instant à Teams, mais non pas hébergées dans les gros data centers hyperscalers de Microsoft. Ici, c'est vraiment le client qui héberge l'informatique au sein de notre data center. On avait pu constater qu'il y a une petite augmentation moyenne de 4% suite au début du confinement. Typiquement, il a des clients, des bureaux d'avocats ou peu importe, qui ont augmenté la partie travail à distance. On voit quand même que ça a un impact. Alors 4% sur la consommation d'un ménage, c'est pas énorme, mais sur un data center, c'est colossal. Alors, l'importance dans le data center, il faut par design avoir déjà quelque chose de bien réfléchi. Ce graphique en fait va permettre de montrer quel va être l'impact d'une décision
sur la durée de vie du data center. Évidemment, la partie IT a un impact très important. Si demain, on met des serveurs qui sont obsolètes, typiquement des serveurs d'il y a 15-20 ans, qui vont consommer des 3 kW ou des choses de ce style-là, mais là, ça va directement avoir un impact sur la facture électrique. Maintenant, les nouveaux serveurs sont beaucoup plus efficaces et donc moins consommateurs d'énergie. Néanmoins, donc on voit que la partie la plus importante se trouve à ce niveau-ci. Donc, bien réfléchir au data center. Typiquement, un gros data center va consommer moins que la petite armoire qu'on va mettre dans sa cave. À partir du moment où on doit refroidir, évidemment, si jamais l'environnement ne supporte pas les hausses de température ambiante. Après, on va retrouver la partie donc, typique, c'est la durée de vie du data center, où on va voir la partie implémentation, le test et le commissioning. Donc, c'est vraiment l'urbanisation qu'on appelle de la salle informatique, en se disant, ben voilà, on ne va pas mettre tous les équipements au même endroit, on ne va pas vérifier que ce qui était prévu en design également est bien ce qui est fonctionnel et ça marche bien. Parce que entre la feuille de papier qu'on avait imaginée et ce qui est vraiment mis en place et ce qui fonctionne, mais il y a toujours un certain gap. Et donc le but, c'est de couvrir et d'améliorer. Entre le moment où on a designé notre data center et aujourd'hui, mais on n'est plus du tout dans... Enfin, les grands principes sont toujours bien là, mais on a modifié pas mal de choses. Et j'ai un petit exemple après qui vous montrera directement l'impact économique derrière tout ça. Et dans la partie réactive, donc là, c'est là où je parlais de monitoring il y a quelques slides. On est obligé, donc, pour garantir notre pérennité dans le temps et notre facture la plus basse possible, c'est de maintenir, vérifier que tout fonctionne bien, et tout ça via des opérations très strictes. Et là, on ne va plus être dans une partie réactive. On monitoring, vérifie, on voit qu'on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va pouvoir rapidement réagir et donc pallier au problème. On voit que cette partie-là est très limitée, mais une fois que le design est bien fait, le commissioning est bien fait, ben, on va chercher cette petite fourchette qui nous reste pour arriver à réduire notre consommation au strict minimum. Alors, quand on parle de consommation de l'IT, il faut savoir que, on a un exemple ici, la consommation du serveur en tant que tel, donc ça c'est évidemment sur des moyennes, on est sur 55% pardon, de le kilowatt qui rentre est utilisé pour alimenter vraiment le serveur. Il y a donc des pertes qui vont arriver autour de ce fonctionnement data center sur la ventilation, le rendement des UPS, donc c'est les batteries qui vont dégager de la chaleur, donc ils vont avoir un certain rendement, la production d'eau froide, et puis alors tout ce qui est annexe, donc mon ordinateur, je suis en train de faire une présentation au niveau du data center, ben, je consomme de l'énergie, donc c'est des consommations annexes. Ici, au niveau du data center, quand je vous parlais donc de monitoring strict, et on arrive à voir directement par où passe la consommation. On voit ici un exemple, 550 kW, donc c'est dire dans quelle chaîne on va dépenser l'énergie et directement pouvoir se rendre compte, OK, ici on est à une moyenne de 1,4%, donc là c'est clairement des consommations annexes. Là on monte à 1,6, 1,7, 2, donc on se rend compte que là il y a peut-être quelque chose à faire, une dérive potentielle en cours. Alors, au niveau data center, on va avoir ce qu'on appelle un indicateur très important, c'est le PUE, le Power Usage Efficiency. Donc, c'est le ratio entre l'énergie consommée par le data center sur l'énergie consommée par les équipements informatiques. Alors, la moyenne des data centers en France, c'est plus ou moins 2,5. La moyenne de nos parents était plutôt dans les 3, etc. Aujourd'hui, en Belgique, la moyenne, on est à 1,8. Donc, on est déjà beaucoup mieux. Notre data center, en design, on était à 1,3 comme objectif. Donc, on voit que la partie IT est quand même beaucoup plus importante par rapport à la consommation facility et aux pertes sur le transport de l'énergie. Quand je vous parle de monitoring, ben voici un exemple également de ce qu'on fait. On va monitorer les consommations, enfin le PUE en fonction du temps. Donc, le PUE va être variable en fonction de la température extérieure, la consommation dans les salles. Donc une batterie qui en consomme 50, 30 ou 80%, ben, va continuer à avoir la même perte. Évidemment, cette perte va être lissée sur la charge informatique de la salle. Donc, on voit l'évolution du PUE en fonction du temps. Quand on parle de PUE de 1,8 ou 1,3, c'est un PUE moyen sur une année glissante. Alors, au sein de notre data center, ben, comme je le disais, donc, par design, on avait un PUE qui arrivait plus ou moins du 1,4, un petit peu moins d'1,4, parce que notre taux de charge n'était pas suffisant pour avoir le 1,3 prévu. On a mis en place une amélioration des centrales de traitement d'air et on voit qu'on a réduit le PUE de manière assez significative à du 1,33, 1,34. Alors, ça peut paraître rien, mais si on prend un data center comme le nôtre qui fait plus ou moins 2000 m², ça donne une puissance IT de 2 MW.
2 MW de puissance IT, ça fait 3,6 MW de puissance instantanée avec un PE de 1,8. Donc on a l'exemple ici, donc 31,5 gigawattheures, ça fait plus ou moins 3,5 millions de consommation électrique par an. La réduction de 1,8 à 1,3, vous diminuez votre facture à 2,5 millions d'euros, ça fait 1 million d'économies. Donc je pense que c'est assez parlant, ça vaut vraiment la peine de travailler là-dessus pour arriver à faire baisser le coût de la facture électrique et puis en améliorant l'empreinte carbone, etc. Alors quelles sont les pistes pour une petite PME ou même une société qui n'a pas son propre data center, évidemment, tout le monde ne peut pas construire son data center, ça ne ferait pas de sens et ça coûterait beaucoup plus cher. L'idée, c'est dans notre data center, qui est à la base été construit pour les besoins du groupe Engie, pour les activités Benelux, on a ouvert d'autres salles qui permettent à n'importe quelle petite PME de venir prendre son IT de sa cave ou de n'importe où, la déplacer dans le data center et donc ça permet d'utiliser l'infrastructure qui est efficace avec des gens qui ont on paye des gens justement, donc moi, pour arriver à garantir l'efficacité du data center. Lorsque votre activité est peut-être une fiduciaire ou quelque chose, je ne sais pas, votre core business n'est évidemment pas de garantir que votre serveur fonctionne bien à 100%. C'est un outil pour pouvoir travailler. Ça, c'est notre objectif également dans notre offre de colocation et qui permet de faire baisser votre coût de connectivité. Il y aura un point très important, et là, je vais embrayer également sur ce que Olivier disait, la localisation proche de vos données. Aujourd'hui, on parle énormément de cloud computing, d'envoyer les données vers des Office 365, des Azure, etc., qui sont hébergés en Irlande, à Francfort ou aux États-Unis. Il faut savoir que chaque mégabyte que vous utilisez, donc par exemple, vous vous connectez à votre Office 365, si votre donnée doit être envoyée jusqu'en Irlande pour revenir après sur votre laptop qui est sur Jamblou, un ami ou peu importe, ben, ce transport du mégabyte a un impact écologique. Si votre data center où vos données sont sauvegardées sont à 30 km ou des choses comme de ce style-là, évidemment, la consommation énergétique pour transporter votre mégabyte de données sera évidemment diminuée de manière très significative. Alors, je profite également de cette présentation pour vous parler donc, d'Engie Solutions. Donc, c'est une nouvelle marque qui va rassembler donc, ce qu'on appelle les sociétés Engie Fabricom, Engie Cofeli qui fait de la maintenance et Engie Axima. On va tout regrouper donc, dans la démarche Engie Zéro Carbone. On va créer, donc ça va être lancé dans début juillet, la marque Engie Solutions où on veut accompagner évidemment nos clients dans la démarche de réduire les consommations énergétiques. Donc comment, évidemment, donc comme je l'ai parlé tout à l'heure, la partie colocation, on peut apporter votre IT dans notre data center et vous proposer de la colocation dans un asset qui est efficace d'un point de vue énergétique, mais également on peut vous accompagner dans les audits énergétiques de vos environnements et de mesurer, vérifier s'il y a quelque chose à faire. Potentiellement, votre infra fonctionne très bien, il n'y a peut-être pas de besoin de bouger, mais s'il y a peut-être une climatisation qui est mal entretenue ou ce genre de choses-là, il y a peut-être des choses à faire qui peuvent être très intéressantes. Et après, nous, on a des équipes pour faire tout ce qui est design de ce qu'on appelle la rénovation, etc., du data center, ou alors partir dans une nouvelle construction, tout ce qu'on veut. Il faut savoir qu'Engie Solutions, on reste au niveau couche facility, ce qu'on appelle facility, donc c'est vraiment l'environnement dans lequel votre informatique va fonctionner. On ne rentre pas dans les couches IT parce que c'est pas notre core business du tout, on n'est pas une société informatique, par contre on est une société qui est très active dans la maintenance, on n'est pas juste sur notre data center, on gère 150 000 m² de data center à travers le monde, de Boston à Singapour, et donc tout ceci, ça fait partie d'une connaissance qui est partagée au niveau des équipes de Engie Solutions. Et donc voici pour ma partie présentation. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Nicolas. Ben justement, oui, il y a eu déjà pas mal de questions qui ont été posées dans le chat. On va essayer de répondre à deux petites questions et puis je t'inviterai à répondre aux autres questions via le chat si tu veux bien. Alors, première question, travaillez-vous sur de la trigénération pour générer électricité et froid ou cela n'est pas adapté au data center? Alors aujourd'hui, ce n'est pas adapté à notre data center parce qu'on a un design, donc là, on ne va pas rentrer trop dans le technique, mais on utilise en fait de l'air frais extérieur directement pour refroidir, ce qu'on appelle du direct free cooling. Donc la technologie qu'on a va fonctionner à peu près 85%, 90% du temps. Donc investir dans des solutions de trigénération sont assez compliquées. D'autant plus par la localisation du data center, on est au milieu du centre Crealis. On n'a pas aujourd'hui une usine à côté qui nous dit voilà, on a besoin d'énormément de chaleur et on pourrait venir avec par exemple une solution de cogénération où on aurait de l'eau chaude à produire, enfin, comme reliquat donc, de notre activité.
Donc aujourd'hui, on ne l'a pas utilisé. Non. On utilise des centrales de climatisation lorsque, on l'a vu l'année passée en juillet où on avait des 35-40 degrés extérieurs. Là, on n'a pas le choix. L'air évidemment est beaucoup trop chaud que pour l'envoyer sur les serveurs. Ça ferait tout planter et on serait hors de notre SLA évidemment. Et donc voilà. Très bien, merci. Et alors, rapidement, peut-être deuxième petite question. Serge Gauthier qui nous demande quel est l'intérêt de la colocation versus la location de serveurs, voire de la virtualisation. Alors, la virtualisation, je pense que vous ayez vos propres serveurs ou de location de serveurs, vous n'allez pas y échapper parce que ça reste vraiment quelque chose de très efficace et très modulaire. La location de serveurs, ça va juste en fonction de votre société et des départements que vous avez. Si vous êtes une PME et que vous avez besoin de 2 serveurs, clairement, partir en colocation, ça va être potentiellement compliqué. Par contre, si vous avez besoin de 5-6 serveurs, ça vous coûtera peut-être moins d'investir vous-même dans vos serveurs, de les mettre en colocation dans l'environnement. Donc, vous n'avez pas à payer les coûts de refroidissement, d'installation de refroidissement chez vous. Vous mettez les serveurs dans un stade de colocation et automatiquement, vous devez gérer votre infra vous-même. Si vous louez un serveur physique, voire virtuel, vous ne gérez pas l'infra. Alors, encore une fois, ça dépend de la société vraiment. Après, même parfois, j'ai certains clients qui viennent, ils ont 2-3 serveurs, ça suffit, ils rentrent dans le data center, ils mettent leurs 2-3 serveurs et ça continue. Ils commencent avec petit et puis au fur et à mesure, ils vont commencer à grossir et ils finissent avec 1 voire 2 armoires complètes. Tout dépend en fait des modèles économiques. Ici, on va être avec la partie colocation, voire location de serveurs. Vous êtes plus sur un modèle dit OPEX, donc vous avez des coûts récurrents, mais beaucoup moins d'investissement, location de serveur. Si vous êtes dans colocation, mais vous allez avoir les coûts récurrents sur la partie hébergement, infrastructure pour faire fonctionner le serveur. Par contre, vous allez avoir besoin de cash, entre guillemets, pour acheter vos serveurs. Et puis, vous les amortissez évidemment dans le temps. Donc, c'est vraiment une discussion assez, c'est souvent très intéressant et je suis ravi de discuter plus en détail avec vous si vous avez besoin. Oui, pour information, on partagera les coordonnées des différents orateurs avec l'ensemble des participants. Je vois que Thibaut Pierson, qui est un autre orateur du jour, pose également une question assez intéressante. Quelle est la durée de vie moyenne du hardware utilisé dans un data center? Il dit justement qu'il a trouvé des estimations citant 18 mois. Donc, est-ce que tu peux confirmer ou corriger? Alors, la société qui se permet ça est c'est du luxe vraiment. Donc, typiquement, la moyenne, c'est entre 3 et 5 ans. Ça va dépendre un peu des modèles économiques de la société. Si jamais la société a besoin d'un roulement de frais à amortir, entre guillemets, parce que c'est vraiment le côté financier qui va arriver, parfois même avant le côté applicatif. Parce que comme on le disait précédent orateur, Olivier, la partie évolution des serveurs, on voit que les serveurs, oui, sont de plus en plus performants, mais on met de plus en plus de choses dessus. Donc on va gonfler, on va mettre de plus en plus de serveurs. Mais après 3 ans, 5 ans, c'est souvent la tapée. Et après ça, les sociétés commencent à remplacer leurs serveurs. Certains vont monter jusqu'à 7, 8 ans. Mais après, le risque d'un arrêt de serveur, d'une perte de disponibilité coûte parfois plus cher. Pour donner un ordre de grandeur, un arrêt data center, donc pour une société bancaire, c'est en millions par heure. C'est vraiment colossal. Donc se dire un serveur qui coûte peut-être 20 000 – 30 000 euros, me dire voilà, je vais le laisser tourner 10 ans et tant pis, adviendra ce qui adviendra, le risque est beaucoup trop important derrière. Après, c'est du design des décideurs et des financiers. Ok, super, merci Nicolas. Je te propose de répondre aux autres questions via le chat directement, comme ça on peut continuer. Est-ce que Jean-Christophe peut partager sa présentation, qu'on puisse la diffuser? Bonjour. Jean-Christophe, tu es là? Oui. Allô? Oui, on t'entend. Est-ce que tu peux partager ton écran? Okay. Attendez, je me lance. Donc Jean-Christophe du CETIC qui va maintenant nous parler des aspects consommation énergétique et optimisation de ces consommations dans les logiciels, avec notamment des projets de recherche qui sont établis au CETIC. Jean-Christophe, si tu es prêt, c'est à toi. Bonjour. Oui, vous m'entendez bien et vous voyez ma présentation en mode plein écran, tout va bien? Oui, c'est bien. Parfait.
Bien, bonjour. En fait, donc Jean-Christophe Depré, je suis le directeur de la recherche et de l'innovation ici au CETIC. Où, en fait, en début de présentation, je me permets rapidement de vous replacer 2-3 slides pour vous représenter le CETIC, même si la plupart d'entre vous connaissent le CETIC. Nous sommes ici localisés à l'aéroport de Gosselies. Ce depuis dans ce petit cube noir et de vert depuis 2015, et nous étions ailleurs à l'aéroport, mais nous sommes propriétaires de ces bâtiments ici. De manière générale, en fait, c'est assez historiquement, on a été créé en 2001. Un point important peut-être à mettre en avant, c'est que finalement le CETIC, on pense souvent à des centres de recherche comme fonctionnant plutôt comme des universités, alors qu'on est vraiment plutôt plus proche des modèles entreprises en termes de manière de travailler, c'est-à-dire on soumet des projets quand on soumet un projet de recherche, nous ne sommes financés que partiellement, et donc par rapport à nos coûts, réel salaire des chercheurs, et donc forcément on doit s'assurer que la valeur que l'on crée soit utile, non seulement utile pour les partenaires des projets, mais même de manière plus générale pour d'autres acteurs en entreprises en région wallonne qui pourront bénéficier de nos services par la suite, qui doivent toujours être finalement de la haute voltige, puisqu'en fait nous ne voulons pas concurrencer les entreprises. Donc on doit continuellement courir vers l'avant et innover et nous assurer qu'on reste là. On a une 48, on voit là un petit peu les différents types de revenus, ou d'ailleurs ce que je vous montre, les 22% là, ben, c'est finalement les revenus qui viennent des entreprises avec qui on collabore, alors que tout ce qui est bleu ici est ce qui vient des projets région wallonne, et orange des projets européens. Je vous ai laissé ici toute une série d'informations que vous pourrez, libre à vous de les consulter par la suite. Voilà, c'est un peu les grands thèmes d'innovation, la manière dont on se présente en tant que vitrine, là où on est fort actif et où les différentes expertises du CETIC s'intègrent. Ce sont des thèmes porteurs chez nous et nous les appliquons dans différents domaines d'application. Alors ici, aujourd'hui, nous sommes plutôt dans le côté numérique qui inclut le Green IT. Mais il y a d'autres aspects qu'on ne va pas nécessairement évoquer aujourd'hui autour de IT for Green. Hein. Donc en fait, tout ce qui est utilisation de l'IT, mais pour aider les domaines de l'énergie et de l'environnement. Voilà les expertises du CETIC. Nous sommes aussi basés sur des modèles assez open source où nous développons des briques technologiques un peu brutes de décoffrage, hein, parce qu'en fait au final on veut que nous continuellement les améliorer via nos projets de recherche, et quand il y a un intérêt industriel, aider les industriels à les transférer. Donc maintenant je vais un peu tout de suite rebondir sur la partie donc greenification des logiciels. Ce qui en fait nous amène ici, c'est que nous avons participé, donc cet intérêt autour de la greenification des logiciels ou l'éco-conception, comme Olivier en parlait, nous l'avons mis en œuvre dans le cadre de projets européens. Hein, donc ce sont des projets où finalement on est quand même assez tôt dans le cycle d'innovation et on explore différentes technologies et comment elles pourraient arriver sur le marché, on va dire plutôt, 3-4 ans même après la fin des projets. Donc ici, on commence à aboutir sur des choses où on voit comment certains de ces résultats d'Acétique et de Tango peuvent commencer à être imaginés dans leur utilisation. En fait, donc ici, moi, par rapport au logiciel, donc effectivement, Olivier parlait de l'utilisation des logiciels qui vont tourner sur les côtés clients. Nous, on a plutôt pris le pan de se dire, effectivement, ça c'est important, effectivement, ce qu'on peut considérer comme les appareils mobiles, les IoT, on va dire, et c'est plutôt dans le contexte de Tango que l'on a exploré ça. Mais avant ça, dans le contexte Acétique, on s'était penché un peu sur le cas de ce qui tourne sur les serveurs, et notamment de plus en plus dans le cloud, que ce soit des clouds privés dans les entreprises ou des clouds plutôt publics que l'on peut aller louer chez Amazon, chez Google, chez OVH et autres. Et comment s'assurer que finalement, cette distance qui a été créée de plus en plus
depuis il y a des années, comme Olivier parlait du LEM. En fait, à la base, les gens faisaient de l'éco-conception, pas parce qu'ils voulaient économiser de l'énergie, simplement parce que le hardware mis à disposition avait tellement peu de mémoire que quand on voulait calculer des choses dessus, on devait vraiment le faire en réfléchissant les algorithmes, les mouvements d'information à l'intérieur de l'ordinateur, hein, qui bouge du disque jusqu'au calculateur, au petit calculateur qui fait le calcul et puis qui restocke les choses. Et donc tout ça était vraiment très, très contenu dans les années 60. On en a eu de plus en plus. Les années 80 ont fait qu'on a eu des ordinateurs chacun à la maison. Ça a fait exploser les choses. Après, le monde du mobile a fait que de nouveau, les choses ont réexplosé. Le monde des data centers ont créé de nouveau cette distance. Finalement, les entreprises, quand elles ne font pas tourner leur data center, même si c'est des data centers privés, c'est finalement souvent des départements à part dans l'entreprise qui payent leurs factures. Et donc finalement, les utilisateurs des services informatiques ne vivent plus cette consommation et avoir une vision directe de l'impact de ce qu'ils utilisent sur la facture. Et donc, en fait, là-dessus, on s'est vraiment dit que, bon, voilà, ce n'est pas que les utilisateurs, c'est un petit peu tout le monde dans la chaîne qui doit venir et contribuer à aider. Donc, les utilisateurs doivent être rendus conscients. Vont-ils moduler leur comportement ? Jusqu'à un certain point, oui, mais néanmoins, les services étant là, on est de plus en plus en train de les utiliser et ils nous rendent service, donc on ne va pas commencer à se dire « Oh tiens, j'ai fait des recherches Google aujourd'hui, j'arrête parce que j'ai fait le quota de ma journée. » quoi. Donc ça, à un moment donné, il faut aussi que les designers des logiciels, les développeurs des logiciels, mais alors bon, dans l'informatique, on doit aussi se rendre compte de plus en plus que bon, c'est un peu comme si dans le monde de la construction et de maisons, on faisait l'amalgame, on disait oui, c'est les informaticiens et qu'on confondait un petit peu tous les rôles entre les maçons, les plombiers, les électriciens et tout ça. En fait, dans l'informatique, on est de plus en plus en train de spécialiser des rôles et il y a effectivement non seulement déjà des rôles dans la conception des différences entre les business analysts, les designers architectes software, les développeurs, les testeurs, mais aussi finalement maintenant dans le monde de l'informatique sur le cloud, après ça, il y a ceux qui vont aller déployer la solution et ceux qui vont finalement aussi voir la facture de la consommation de ce qui a été déployé au final, quoi. Donc en bref, on doit prendre en compte tous ces gens et voir comment ils peuvent contribuer et finalement si on arrive à mettre à disposition des outils qui vont leur permettre de réfléchir sur s'assurer que l'on réduit l'empreinte énergétique, c'est clair, mais sans impacter les aspects business, quoi, qui restent finalement primordiaux jusqu'au jour où si on veut vraiment que l'empreinte énergétique prime, ben, il va falloir vraiment facturer l'énergie au coût réel qui est là. Dans le contexte de ce projet ascétique, la manière dont on a réfléchi les choses, c'est un petit peu en 3 couches. La couche SaaS, finalement, est une sorte d'environnement de développement qui permet à l'équipe qui développe de finalement réfléchir sur comment, au moins à la base, poser des questions pour avoir l'information sur ce qui va être consommé une fois qu'on déploiera le logiciel dans le cloud. Et puis alors, à côté de ça, il y a la couche de tout en dessous que vous voyez, IAS, qui est la couche virtualisée dont finalement Nicolas vient aussi de parler et qui est une couche incontournable de nos jours. La couche virtualisée est notamment ce qui permet de consolider les choses. Donc on prend une machine virtuelle, on peut la déplacer dans le data center. Donc finalement, à un moment donné, on peut consolider toute une série de machines virtuelles sur une machine réelle en dessous, et à savoir qu'une machine réelle peut effectivement faire tourner 8-10 machines virtuelles qui ne sont pas toutes à consommer et à tourner à la même intensité constamment. Et dans le monde des containers, comme on verra par la suite, c'est même encore plus. Et donc ici, on a la couche du dessous qui est la couche virtuelle où les choses tournent et où les mesures se prennent. Et alors, dans le contexte de ce projet ascétique, on a dit, créons une sorte de middleware et que ce middleware pourra être un peu
une interface qui permettra même de gérer les applications qui auront été créées par la couche du dessus et de les adapter pour qu'elles puissent grandir, rétrécir aux besoins par rapport à certaines mesures énergétiques, mais aussi par rapport à la qualité de services qui sont rendus en termes de temps de réponse, par exemple, qui doit être maintenu, et aussi éventuellement par rapport à certains coûts. Alors, ce qu'on a aussi observé, c'est que de plus en plus, comme on en parlait, dans les périodes de blackout, certaines contraintes peuvent être alors imposées même aux data centers qui vont avoir une sorte de plafond de puissance qu'ils vont pouvoir se permettre de consommer. Et alors à ce moment-là, eux-mêmes sont contraints à devoir faire des choix sur qu'est-ce qu'on fait tourner et qu'est-ce qu'on ne fait pas tourner. Et donc forcément, là, c'est un petit peu aux clients les plus puissants et les plus offrants de s'assurer s'ils veulent vraiment une business continuity, de payer plus cher. Et ça se gère au niveau de ce qu'on voit les SLA, donc le Service Level Agreement, avec les data centers. Et donc il y a une gestion d'accords de service, de business continuity, qui est géré au niveau entre les data centers et l'extérieur du data center. Donc, pour vous montrer ça d'une manière un petit peu plus pratico-pratique, en fait, dans le cas d'Ascetic, on avait un logiciel assez classique en termes de client-serveur. Hein. Donc, en fait, c'était un logiciel qui était pour collecter toute information à propos de nouvelles qui circulent dans le monde et qui était vendue à des agences locales de publication de médias. Hein. Et en fait, donc, eux s'abonnaient à Associated Press, à Reuters et autres pour collecter de l'information. Ça leur permettait d'assembler ça dans des news multimédia qui pouvaient alors par la suite être publiés sur des sites professionnels, sur leur site à eux, ou même de revendre ces packages à des agences plus locales. Et je sais que ce logiciel était utilisé notamment en Grèce, en Russie et dans différents pays par le monde. Donc souvent, pour le moment, leur cas était on fait tourner tout ça, vu que pour eux, les nouvelles collectées et assemblées étaient vraiment un asset, un atout à protéger. Elles le faisaient tourner souvent dans des clouds privés, mais néanmoins, elles n'étaient pas nécessairement contraires à, de temps à autre, éventuellement considérer faire des partenariats avec des clouds autres locaux. Et il se posait un peu la question, est-ce qu'on doit effectivement ne plus acheter notre informatique à nous et faire tourner ça dans des data centers locaux? Mais pour tout ça, finalement, ils doivent pouvoir se poser les questions sur, oui, donc on payera moins de factures énergétiques si on délocalise ça dans un autre cloud, mais finalement, nous, on veut aussi garantir le bon fonctionnement en termes de qualité et temps de réponse. Dans ces nouvelles, comme je disais, donc il fallait pouvoir collecter des nouvelles, il fallait pouvoir rechercher des nouvelles pour pouvoir les assembler et publier des choses assez rapidement. Et donc, en fait, la manière dont nous avons fait ça dans Ascetic, c'est on a collaboré avec eux, on leur a dit, OK, vas-y, créez 8 scripts typiques fonctionnels, donc aller collecter des nouvelles, aller rajouter des informations à des nouvelles déjà existantes, éventuellement aller faire des recherches, trouver des nouvelles sur certains sujets ou autres. Et notamment, on a après ça aussi multiplié ça par 3 parce qu'on rejouait les scripts d'une manière plus ou moins intense pour simuler différents moments où, par exemple, si une catastrophe se passe, boum, il va y avoir beaucoup de leurs journalistes qui vont commencer à créer beaucoup de nouvelles et autres. Et donc, en fait, on avait 24 types de scripts que l'on pouvait exécuter. Alors, un logiciel que l'on déploie dans le cloud peut prendre différents types de configurations. On peut le déployer sur des VM, des machines virtuelles plus ou moins grosses. Hein. Donc, quand on va chez Amazon, on peut louer des plus petites VM, on peut des moyennes, des plus grosses, avec toute une série de specs. Chacune de ces VM-là va avoir une empreinte énergétique légèrement différente. Mais quelle empreinte va-t-elle avoir? Mais bon, voilà. Donc ici, on s'est dit, voilà, votre système complet News Asset, vous pouvez le déployer sur une petite VM. Mais alors à ce moment-là, on n'est pas sûr qu'il pourra soutenir tous les charges de travail qui vont être grosses, par exemple. On peut le mettre sur
une seule machine aussi, mais un peu plus grosse. On peut le déployer sur plusieurs machines, comme ici le déploiement là, sur 3 machines, ou même sur des machines sur différentes machines, où on fera par exemple la distinction entre la base de données, même les fichiers multimédia qui seront stockés sur d'autres machines, et alors les serveurs business qui acceptent les requêtes qui arrivent des différents journalistes et qui pourront rajouter les médias et autres. Et donc en fait, si on a différents setups, on peut comprendre comment chacun de ces setups-là, par rapport au workload, pourra répondre sur un point de vue énergétique. Et donc dans ce cadre-là, grâce à nos outillages, on arrivait à créer des dashboards où, par exemple, je reviens juste en arrière, nous avions, pour juste comparer, par exemple, les mêmes exactes interactions entre le logiciel qui a été déployé sur une VM ou sur plusieurs VM. On pouvait déjà voir que, par exemple, en termes de consommation énergétique, ici sur l'axe des Y, vous voyez que certains des scripts consommaient beaucoup plus de watts, consomment beaucoup plus de watts-heure que d'autres ici. Donc finalement, on consomme moins de watts quand on n'était que sur une VM que sur beaucoup de VM. Mais par contre, en bref, au final, on voit aussi que si on prend en compte le coût de faire une de ces charges, on voyait que finalement, elle nous coûtait beaucoup plus cher parce que finalement, elle prenait beaucoup plus de temps à exécuter. Et comme on est dans des modèles où on serait à du pay-per-use, finalement, même si on consomme moins, on va être peut-être, pour le moment, en fait, taxé plus parce que la politique d'un data center va peut-être être de louer, pas nécessairement toujours par rapport au coût énergétique, mais aussi par le nombre, le temps que ça va prendre pour exécuter. Et donc, oui. Désolé de t'interrompre, je dois jouer mon rôle de timekeeper ici. Oui, donc oui, ça va, j'arrive à la fin. Ok, donc ici, dans ce cas-ci, après qu'on ait appris tout ça, ça permettait de mettre des conditions, notamment par exemple de dire, ok, on va mettre un plafond où en fait, on accepte que notre application soit que quand elle tourne, on va mettre un plafond à 1,25 € à l'heure maximum. Et alors aussi, ce qu'on fera, c'est on pourra alors s'assurer qu'on veut garder un temps de performance de au moins côté serveur, sans compter la transaction qui vient du client, mais juste le côté serveur, que toute action qui sera faite par l'utilisateur devra prendre moins d'une seconde, parce que finalement, souvent, ce qu'on demande, c'est que dans le refresh entre pages côté utilisateur soit 2 secondes. Donc, on se dit, OK, ça fait 1,3 secondes pour échanger les requêtes et ramener les données, et 0,7 côté serveur. De là, en fait, on mettait ce genre de règles-là en place, et ça permettait, comment est-ce qu'on les mettait en place? On avait un environnement où on pouvait exprimer ce genre de contraintes-là dans un environnement UML, donc en fait, où finalement, vous voyez, finalement, on peut exprimer en termes de voici les machines et voilà comment on va venir mettre, on va mettre certains niveaux et autres, et puis après, on pourra éventuellement déployer le logiciel, et le logiciel pourra alors s'auto-adapter par rapport à la charge. Alors, dans le projet Ascetic, nous avions regardé à ça. Dans le projet Torgo, je me permets juste de pointer la différence ici en disant qu'effectivement, on a rajouté un point dans le côté Torgo qui était finalement dans un data center maintenant de plus en plus, et ça même et chez Amazon et chez OVH, on peut aller louer non seulement des serveurs classiques avec des CPU, mais aussi ce qu'on appelle du hardware hétérogène, donc des GPU qui sont des plateformes qui normalement sont là pour faire des traitements d'images, mais qui peuvent être utilisées plus généralement pour faire beaucoup de calculs massivement en parallèle, quoi. Donc, ils consommeront la même énergie qu'un CPU, les GPU par exemple, mais ils pourront faire beaucoup d'actions en parallèle. Et donc, en fait, néanmoins, et les FPGA, eux, ce qu'ils feront, c'est du hardware configurable. Et alors, à ce moment-là, eux peuvent aussi faire beaucoup de choses en parallèle, et ils consomment alors là vraiment nettement moins que les CPU et les GPU, mais souvent, ils tournent à une moins grande vitesse. Enfin, même globalement, il tourne à une grande vitesse. Et donc là, l'idée, c'était un peu de voir
comment transformer des logiciels, parce qu'en fait, finalement, un logiciel qui tourne sur un CPU n'a pas exactement la même forme que sur un GPU ou un FPGA, et ça demande du temps. Donc ici, on a augmenté les outils pour que les développeurs puissent se poser la question de, tiens, parmi toutes les tâches, tous mes algorithmes logiciels, quels sont ceux qui valent mieux la peine d'être transformés pour aller être poussés sur des GPU et ou des FPGA et qui me permettront de réduire la facture énergétique. Donc voilà, je peux vous dire que en fait, dans ce contexte de ces deux projets-là, on s'était focalisé sur la notion de machine virtuelle. Et donc maintenant, en fait, si on doit, on est en train d'y réfléchir, et d'ailleurs on est en train de, dans certains cas, de les adapter aussi aux technologies qui sont plutôt orientées containers, comme si on parle souvent de containers Docker, et là maintenant, il y a des orchestrateurs qui permettent de finalement déployer les containers Docker et d'en rajouter, d'en retirer à la demande, et ça finalement c'est un Kubernetes qui permet ce genre de choses-là, qui est un des logiciels, par exemple, que Google développe et fait tourner dans ses data centers à lui. Et on regarde à tout ça, et pour le moment, au CETIC, pour voir comment bénéficier de ces technologies, aussi dans tout ce qui s'appelle maintenant les serverless, mais qui finalement permettent donc encore aussi de gagner en scalabilité en termes de footprint et autres. Donc voilà, moi, j'en termine là, et je suis prêt pour éventuellement prendre une question s'il reste encore un petit peu de temps. Merci Jean-Christophe. Bah, écoute, pas de questions pour le moment, ce qui nous permet de passer peut-être la parole au prochain orateur. Thibaut, est-ce que tu peux partager ton écran, que l'on puisse l'afficher? Si entre-temps vous avez des questions pour Jean-Christophe, je propose que vous les posiez via le chat, et Jean-Christophe vous répondra par écrit. Ouais, parfait. Ça nous permettra de rattraper les quelques minutes de retard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu reçois bien ma présentation? Oui, c'est parfait. Merci. La parole est à toi, Thibaut. Très bien. Un grand merci. Désolé. Il y a un petit... Désolé, le temps d'ouvrir. Voilà, parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, et merci encore à TUID et Infopol pour l'invitation et aussi cette vision multi-échelle. Donc, je m'appelle Thibaut Pierson. Moi, je suis assistant de recherche en électronique à l'UC Louvain dans le groupe de David Boll, et je viens discuter aujourd'hui en fait de l'IoT, donc l'Internet des objets, et de la nécessité en fait de mettre en place une approche cycle de vie, particulièrement dans ce domaine. Donc, on va commencer en fait par trois faits assez simple. Bon, le premier, il fait vraiment écho à ce qu'a dit tout à l'heure Olivier, avec l'augmentation du nombre de dispositifs. Donc ici, on voit rapidement sur ces deux graphiques vraiment une augmentation importante, et qui est majoritairement due à la croissance de l'IoT ou des machine-to-machine, avec une croissance de environ 20% par an, ce qui est tout à fait énorme. Ensuite, pour le deuxième fait, on a parlé pas mal aussi de diminution de la durée de vie. Donc, Olivier insistait beaucoup sur le fait d'essayer d'étendre cette durée de vie. Et c'est exactement ce qu'il citait tout à l'heure avec les 22 mois, si je me souviens bien. C'est vrai que, comme on peut voir ici, on est descendu drastiquement au fur et à mesure des années vers une durée de vie beaucoup plus courte. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas généraliser pour tous les objets et tous les dispositifs, mais on est quand même dans un fonctionnement de société qui pousse quand même, c'est vrai, à cette tendance de la diminution de la durée de vie. Et ensuite, le troisième fait, en fait, ici, il souligne les impacts des technologies et le fait que c'est extrêmement compliqué de quantifier ces impacts. Alors, le but ici n'est pas du tout d'utiliser cette équation pour faire une démonstration vraiment quantitative. L'idée, c'est plutôt de montrer que l'impact qui va résulter de l'utilisation d'une technologie, il n'est pas uniquement défini par son efficience énergétique ou en ressources, mais évidemment aussi par l'intensité de son utilisation et le nombre de personnes qui vont l'utiliser. Donc, si on prend par exemple une étude du Fraunhofer qui a montré que sur l'espace de 10 ans, l'énergie nécessaire pour la fabrication d'un ordinateur avait été divisée par 4, cette étude montre aussi que pendant le même temps, les ventes ont été multipliées par 7 environ. Donc l'impact absolu sur la consommation énergétique a donc été complètement surcompensé
par cette production de masse, et ça fait tout à fait écho aussi à ce que disait Jean-Christophe avec l'explosion du nombre d'ordinateurs après les années 80. Donc ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est vraiment l'impact, donc ici le I, qui est donné par cette interaction en différents paramètres, et le fait que la technologie qui soit plus efficiente, il est aussi possible que plus de personnes l'utilisent et de manière beaucoup plus intense. Et donc, c'est des dynamiques qui sont souvent qualifiées d'effets rebond, comme ça a déjà été cité plusieurs fois depuis ici le début de ce webinaire. Et donc, en pratique, ce qu'il y a à retenir ici, c'est vraiment le fait que l'amélioration de l'efficience n'est pas forcément corrélée avec la diminution absolue de la consommation d'énergie ou de ressources, ou autrement dit, l'impact que ça a. Donc maintenant qu'on a vu ces trois faits rapides, et si on les combine, en fait, il y a plusieurs questions assez intéressantes qui peuvent émerger. Typiquement, de savoir quel va être le stress sur les ressources, et aussi qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets, quel va être l'impact sur la demande énergétique, et aussi sur les impacts humains et environnementaux. Donc. Et d'autres questions comme quelles sont les contraintes fortes à intégrer dans le design de dispositifs IoT pour essayer un maximum d'éviter ces problèmes en aval. Et donc, c'est pour essayer de répondre à ces différentes questions qu'on va essayer d'adopter une approche de cycle de vie ici dans la suite de la présentation. Si je me penche sur ce qu'est le cycle de vie, donc ici, je vais passer peut-être un peu plus rapidement que ce que j'avais prévu initialement, étant donné qu'Olivier avait déjà un peu discuté de ça. On va vraiment peut-être mettre l'accent sur 2 points. Le premier qui est que l'intérêt est vraiment de quantifier l'impact des différentes étapes. Donc ça, je pense que Olivier l'avait bien souligné. Je pense qu'un autre point qui est extrêmement intéressant de l'ELCA, c'est surtout de s'assurer que lorsqu'on va faire de l'optimisation dans une étape précise, cette optimisation ne se fasse pas aux dépens d'une autre étape. Et ça, c'est absolument fondamental dans cette vue cycle de vie, parce que sinon, au final, sur l'impact final, on n'a pas vraiment optimisé. Donc, on commence avec la phase d'extraction, la production, la distribution, l'utilisation et la fin de vie qui se solde très souvent dans l'électronique par un déchet, comme le disait encore une fois Olivier, plus que par du recyclage, même si certaines initiatives existent. Donc, ce qui est à souligner ici, c'est que la démarche n'est pas du tout nouvelle. Tu parlais des normes ISO, Olivier, c'est tout à fait le cas, ça existe depuis de nombreuses années. Nous, ce qu'on voudrait juste faire ici, c'est essayer de mettre ça en place pour l'IoT, étant donné qu'on a vu le fort impact potentiel que ça pouvait avoir. Et souvent, en électronique, on va se concentrer majoritairement sur la phase d'utilisation, pour des raisons diverses, mais on peut citer par exemple la minimisation des coûts de fonctionnement. Si l'efficience énergétique est plus élevée, ça peut par exemple faire peut-être écho à ce que disait Nicolas tout à l'heure. Il y a d'autres raisons qui sont l'optimisation pour l'autonomie nécessaire parce que le fonctionnement se fait sur batterie, ou la réduction des temps de latence. Bref, vous aurez compris, il y a de nombreuses optimisations possibles en fonction des applications. Ici, nous, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est de développer une expertise et une compréhension avancée sur les autres étapes du cycle de vie, donc particulièrement l'extraction des ressources, la production et la fin de vie. Donc, évidemment, le but n'est pas du tout de négliger l'importance de la phase d'utilisation, c'est vraiment juste de la remettre à sa place dans l'ensemble du cycle de vie. Donc, comme vous pouvez voir sur ce slide avec les différentes zones grises, on appelle en fait généralement énergie grise l'énergie qui est nécessaire pour tout ce qu'il y a, on va dire, en dehors de la phase d'utilisation directe, et donc les différentes autres étapes qui sont notées ici. Aussi, faire attention qu'il n'y a pas que l'énergie, comme ça a été cité avant, il y a aussi la toxicité, les atteintes à la santé humaine, les émissions de gaz à effet de serre, enfin beaucoup d'autres indicateurs qui sont très pertinents aussi quand on parle d'électronique. J'aimerais aussi souligner le fait que même si elles sont vraiment très difficiles à quantifier, il y a d'énormes problématiques sociales qui font rage à différentes étapes de ce cycle de vie, particulièrement pour l'électronique, et ce qui fait en fait qu'elles sont acceptables pour nous et qu'elles ne sont pas considérées directement comme une priorité, c'est principalement le fait qu'elles sont déconnectées de notre utilisation quotidienne, et elles nous paraissent assez invisibles. Et donc, juste pour donner un ordre de grandeur qui va peut-être dans la suite aussi des différentes présentations qu'il y a eu en amont, en 2018, la quantité de déchets électroniques avoisinait les 50 millions de tonnes, et juste pour vous donner une comparaison, ça fait environ 5000 tours Eiffel ou 20 000 atomiums. Je parle bien ici uniquement des déchets électroniques.
Donc ici, le but n'est pas de rentrer dans le détail des impacts causés par l'extraction des terres rares, des matériaux critiques, ni dans l'abondance des produits chimiques dans le secteur électronique, et on ne parlera pas non plus de l'énorme majorité des déchets électroniques qui sont expédiés illégalement vers des pays plus pauvres. Ce qu'on veut vraiment retenir ici, c'est que ces impacts existent et qu'une analyse de cycle de vie a pour but fondamental vraiment de les identifier et ensuite d'en tenir compte. Alors, une des grandes particularités de l'IoT, donc là on va se centrer un peu sur le sujet IoT de cette présentation, une grande des particularités, c'est vraiment sa grande diversité, autant dans les applications que dans les designs existants pour une application. Alors pour en citer quelques-unes, vous avez évidemment déjà entendu parler de tout ce qui est éclairage connecté, voiture connectée autonome, montre connectée, vidéosurveillance, etc. Et lorsqu'on se penche sur le point de vue un peu plus technique, ça va faire des clusters avec des spécifications un peu différentes, typiquement des bandes passantes plus importantes et des mémoires plus conséquentes pour ce qui est des applications vidéo, des contraintes temps réel pour les voitures connectées, etc. Le point derrière ça, c'est que si on veut analyser un échantillon représentatif de cet écosystème de dispositifs électroniques connectés, avec une approche de cycle de vie, il y a vraiment un challenge technique dans la capacité à quantifier convenablement l'énergie grise de ces différents dispositifs électroniques. Et donc ici, pour s'attaquer en fait à un cas concret qu'on a pris, on s'est penché sur un système commercial d'éclairage connecté et dit intelligent, donc les smart quelque chose dont vous avez déjà certainement entendu parler plus d'une fois. Alors ce système, vous le connaissez peut-être, enfin il y en a peut-être parmi vous qui le connaissent. C'est le système Philips Hue qui est composé donc d'une lampe connectée, d'un capteur de présence et d'un gateway qui va en fait gérer les différentes communications entre les différents nœuds de ce système. Et ce que nous avons fait, en fait, c'est qu'on s'est procuré ce système, on l'a démonté pour essayer de comprendre ce qu'il y avait dedans et comment il fonctionnait, et dresser un inventaire détaillé du hardware à l'intérieur, et puis aussi réaliser des mesures de consommation électrique. Alors évidemment, quand on fait de la CV, donc de l'analyse de cycle de vie, ou LCA en anglais aussi, il y a donc une méthodologie qui est tout à fait définie, mais on est directement dépendant de bases de données qui quantifient donc ces différents impacts. Et ce qui est vraiment critique en fait dans le LCA, c'est que ces différentes bases de données sont construites sur des hypothèses et comprennent aussi certaines zones d'ombre. Et donc, il est vraiment très important d'avoir conscience de ces zones d'ombre et de ces hypothèses pour pouvoir mettre en perspective les résultats qui sont obtenus à la fin. Et donc, ce qu'on a commencé à faire aussi, parce que c'est un pôle de recherche assez nouveau chez nous, et ce qu'on a fait, c'est donc d'abord essayer de bien comprendre et d'avancer dans l'environnement qui était disponible pour les sociétés et l'expertise déjà présente. Et donc, on s'est en fait dirigé vers la société Sphera et ThinkStep et son logiciel Gabi, qui a en fait une base de données spécifique à l'électronique avec une résolution très élevée et fortement documentée, ce qui nous permet en fait de creuser davantage ces hypothèses et d'essayer de comprendre réellement qu'est-ce qui est compris là-dedans. Alors, malheureusement, avec le temps imparti, je vais passer ce slide, mais on pourra y revenir plus tard si on veut dans la discussion. Ici, ce que je veux souligner, c'est le fait qu'il y ait plusieurs manières d'utiliser les résultats d'une analyse de cycle de vie et qu'en général, elle permet surtout d'identifier des hotspots et puis ensuite de cibler plus précisément où on va concentrer les efforts pour réduire l'impact total. Ici, on va utiliser une démarche un tout petit peu différente, bien qu'elle soit assez parallèle. On propose en fait une classification assez simple, différentes applications en fonction de l'objectif qui est vraiment le driver fondamental derrière l'introduction d'une couche intelligente dans un système. Donc, par couche intelligente, on entend une couche connectée qui dispose d'une capacité de calcul pour processer des données qui ont été acquises via des capteurs et qui vont ensuite actuer sur l'environnement avec, par exemple, de la lumière. Alors, il y aurait 4 grandes catégories qui seraient d'introduire cette électronique et cette connectivité, cette couche intelligente, donc pour faire des gains énergétiques, une deuxième qui serait pour améliorer le confort de vie, une troisième qui serait pour du monitoring pur, et une troisième qui serait pour l'Internet of Shit, donc ça c'est iOS, et ça comprend l'entièreté des choses absolument indispensables au bon développement de la planète, qui est par exemple de connecter des toasters et des rasoirs électriques.
Donc nous, ce sur quoi on s'est concentré, en fait, c'est la première catégorie qui est la catégorie de gains énergétiques. Hop. Alors, ce qu'on a essayé de développer, c'est un modèle relativement simple qui a pour but d'évaluer les gains énergétiques nets au cours du temps. Donc, par l'introduction d'une couche intelligente dans un système, en fait, on délègue une partie, voire l'entièreté du contrôle à cette couche intelligente, en fait, pour qu'elle réalise des gains énergétiques grâce au fait qu'elle gère mieux le système que ne le ferait un humain ou un groupe d'humains. Cependant, les gains énergétiques qui sont réalisés sont à mettre en regard de l'énergie qu'il faut faire, de l'énergie qui est nécessaire pour faire fonctionner toute cette couche intelligente, mais pas uniquement pour faire fonctionner, également pour la produire et des autres impacts qui vont dans les différentes étapes du cycle de vie. Et donc la métrique principale qu'on va utiliser ici, c'est ce qu'on appelle le temps de récupération, donc le payback time. Et ici, c'est un indicateur de temps qui va en fait illustrer le temps nécessaire pour compenser l'énergie de la couche intelligente sur tout le cycle de vie par les gains énergétiques qui sont réalisés. Alors évidemment, il y a d'autres métriques qui sont intéressantes aussi et qu'on a investigué. Maintenant, dans le temps qui est limité ici, j'aurais malheureusement pas le temps d'aller plus loin. Donc c'est vraiment ici ce qu'on montre le ratio entre les deux. Alors j'arrive presque à la fin de la présentation. On vient juste ici sur l'avant-dernier slide, observer les résultats donc, de ce modèle et de ces premières étapes, donc sur le système Philips. On va lire cette figure en trois grandes parties. Donc d'abord, en ordonnée, vous voyez le temps de récupération sur une échelle logarithmique. En abscisse, les gains énergétiques électriques qui sont faits et c'est exprimé en pourcentage de la consommation initiale. La deuxième étape, c'est de voir qu'il y a trois cas, un meilleur cas, un cas typique et un pire cas. Donc le cas typique qui est celui qui considère vraiment les mesures pratiques et le meilleur cas, c'est celui qui est donné par les specs de chez Philips. Et une dernière chose qui est importante à voir, c'est les deux lignes rose et grise. Donc la ligne rose, c'est la durée de vie du système et la ligne grise ici, c'est la ligne c'est la limite qui nous dit que si on est en dessous de cette limite, c'est impossible de faire des gains à la durée de vie du système. Et donc, ce qu'on veut, dit autrement, c'est se trouver à droite de cette limite pour être sûr qu'on a fait des gains par l'introduction de cette couche intelligente. Alors, ce qu'on apprend dans l'interprétation de ce résultat, c'est que si les gains ne sont pas, dans le meilleur cas, de 40%, voire 65%, eh ben, en fait, il est simplement impossible de générer des quelconques gains énergétiques. Et à titre informatif, 40%, ça représente environ 1 heure d'éclairage en moins par jour, à savoir que dans les normes officielles, on considère 1000 heures par an, ce qui est l'équivalent de 2h45 ou 3 heures par jour. Autrement dit, ça vous donne une idée de la faisabilité de cette question en regard des gains énergétiques qui sont possibles. Alors, j'ai presque terminé. L'impact principal, même si c'est vrai qu'il y a une partie importante qui est due à la phase d'utilisation, les hypothèses qu'on a prises sur l'énergie grise, elles sont vraiment très conséquentes et c'est un cas très simplifié. Et en fait, ce premier cas d'étude, ce n'est pas tellement les conclusions qui sont fondamentalement intéressantes, c'est surtout le fait d'avoir pu se confronter aux problèmes techniques de l'ACV quand on l'applique au domaine de l'électronique, et vraiment d'identifier les zones d'ombre qui sont présentes lorsqu'on cherche à faire ces analyses en détail. Donc, c'est vraiment cette démarche que ça nous a amené à confronter dans notre méthodologie. Et aussi le fait, évidemment, que toutes les interactions d'utilisateurs et tous les effets rebonds on a essayé de les intégrer dans une version du modèle que je n'ai pas le temps de discuter ici, mais c'est aussi quelque chose qui est très important et qui peut impacter de manière très forte les résultats finaux. En guise de conclusion, la mise en perspective de 4 tendances qu'on a vues dans cette présentation va vraiment nous alarmer sur la nécessité d'adopter une approche de cycle de vie pour l'électronique, et particulièrement pour l'IoT. Premièrement, l'augmentation très rapide du nombre de dispositifs et la diminution probable de leur durée de vie effective. Deuxièmement, la complexification des technologies
afin de permettre plus de fonctionnalités et des meilleures performances, plus de performances à l'utilisation, pourrait avoir tendance à augmenter l'impact des autres étapes du cycle de vie. On a vu par exemple qu'on parlait à un moment d'edge computing et de gonfler ses capacités sur les différents nœuds. Troisièmement, quoi qu'on en dise, l'électronique actuelle suit un schéma fondamentalement linéaire, bien loin d'une dynamique de recyclage et de réutilisation effective, je parle bien. Et quatrièmement, une incertitude importante sur les bases de données spécifiques à l'électronique, principalement expliquée par une supply chain d'une complexité extrême, la délocalisation massive de la production vers les pays asiatiques et par des clauses de confidentialité qui empêchent le détail des différents process de fabrication. Toutes ces quatre tendances sont aussi renforcées par les cycles d'innovation extrêmement rapides, qui sont d'environ 2 ans dans le domaine de l'électronique, et une mention particulière pour les impacts de fin de vie, qui se voient presque toujours ignorés des analyses de cycle de vie pour une cause de manque de données. Et donc, le message principal à retenir à l'issue de cette présentation, c'est que les bienfaits de l'IoT s'accompagneront évidemment d'impacts environnementaux et sociaux, et qu'afin de pouvoir vraiment quantifier cela de manière la plus objective possible, il y a vraiment une expertise sur une analyse de cycle de vie en électronique qui est absolument nécessaire. De plus, l'IoT a une nature qui est vraiment distribuée par cette nature de distribution de réseaux de capteurs très interconnectés et hautement substituables les uns avec les autres. C'est en fait un terrain qui est extrêmement fertile pour l'effet rebond. Comme on en a parlé. Alors, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, et pour les années à venir, il est vraiment important, je pense, de pouvoir mettre en regard de chaque avancement technologique le prix environnemental et social qui va être à payer, afin de pouvoir vraiment choisir sur quels besoins on veut prioriser en connaissance de cause. Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation, et j'en profite pour juste vous parler en 10 secondes d'une école doctorale qui parle vraiment de ces sujets et qu'on organise à la 2e semaine de septembre, à laquelle vous êtes conviés si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à nous retrouver, c'est exactement dans ces thématiques du moment. Merci beaucoup. Super Thibaut, merci pour le partage de ta vision. Alors rapidement, on a le temps pour une petite question de Laetitia Horry du SPW Economy. Ouais. Qui nous demande, voilà, le gain en coût électrique est-il basé uniquement sur la production de l'électricité ou aussi il y a une prise en compte des coûts du transport et de la distribution de l'électricité? Alors, je ne sais pas si ça va répondre directement à cette question, mais la question qu'on a voulu attaquer, c'est pas de savoir est-ce que ça va coûter moins cher ou pas. La question qu'on veut attaquer, c'est si on met en place un système, est-ce que ça permet de réaliser des gains énergétiques, pas des gains économiques. La question, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on peut mieux gérer cette énergie pour éviter une augmentation toujours plus importante de l'énergie. Et du coup, la question se pose vraiment dans cette introduction de gestion par électronique. Alors maintenant, si je reviens juste sur cette question, avec peut-être coût électrique est-il basé uniquement sur la production d'électricité? Alors, il y a une prise en compte de l'effet du réseau, dans le sens où pour ce qui est de la production d'électricité, il y a une conversion vers l'énergie primaire qui est générée à la base. Donc, je ne sais pas si ça répond à cette question. Donc là, on tient compte des pertes de réseau et de la génération de cette électricité, mais ce n'est pas directement lié à la question du coût électrique, parce que notre objectif ici est de montrer s'il y a un gain énergétique possible. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ok, super, merci Thibaut. Il y a un petit décalage entre le temps de parole et le temps de diffusion, donc il y a environ 20 secondes, il faut laisser le temps de Laetitia de répondre sinon ça répond à sa question. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, vous aurez de toute façon les contacts des différents orateurs et vous pourrez continuer les échanges avec eux par la suite, peut-être même prévoir une réunion Teams, visioconférence par la suite. Peut-être Cédric, si tu as quelques mots de conclusion également de ton côté, du côté du cluster Tweed.
Oui, merci Charlie d'avoir modéré le webinaire. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Merci Olivier, Nicolas, Jean-Christophe, Thibault. C'était vraiment complet. Je pense qu'on a parcouru les différents métiers différents du data center, software et l'IoT. Je pense que ce qu'on voit, c'est que ces questions vont devenir de plus en plus prégnantes. Et donc, je pense qu'on est là aussi en tant que cluster pour pouvoir les soulever, mais aussi faire un suivi aussi bien que ce soit de la formation, je pense qu'il y aura je pense que ça peut être un axe de suivi aussi sur cette thématique-là. Ça peut être aussi dans le cadre des projets que l'on soutient, la prise en compte de ces éléments. Et donc, on a vu qu'il y avait pas mal d'expertise qui existent déjà dans le cadre de recherche ou de projets européens ou vraiment d'expertise existante, autant les utiliser dans le cadre de nos projets. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc on est là en tant que cluster pour soutenir ces axes-là. N'hésitez pas donc à revenir vers nous avec des actions à mettre en œuvre. Je pense que ça peut être le début d'un axe intéressant. Je pense que aujourd'hui c'était assez intéressant de faire ces échanges de bonnes pratiques, et la version numérique finalement convient bien, parce que il y a quand même toute une série de questions même assez précises qui ont pu être posées, et je pense que c'était pas mal de le faire de cette manière numérique. Donc voilà, pour conclure, merci vraiment à tous les orateurs. Et de manière pratique, on reviendra vers l'ensemble des participants avec l'enregistrement, la liste aussi, les contacts clés. Et donc n'hésitez pas à revenir aussi vers les différents orateurs et vers les clusters. Donc voilà, peut-être que je te laisse le tout dernier mot de la fin, Charlie. Super, merci Cédric. Justement, pour préciser, je sais que Thomas d'Alberto est certainement connecté, mais on avait d'autres sujets à aborder au cluster avec ses membres. Aujourd'hui, malheureusement, pour une question de timing, c'est évident qu'on ne savait pas tout aborder, mais je partagerai notamment avec vous un retour d'expérience de la part d'Alter, qui a travaillé avec le centre de recherche CNAERO, notamment sur les sujets de Green IT également. On va faire un petit article et on vous partagera ça prochainement. Voilà, pour l'Infopole, justement, aussi remercier l'ensemble des orateurs d'aujourd'hui et des participants. Et puis, on vous retrouvera certainement prochainement pour d'autres activités. Que ce soit au mois de juin ici, du côté du cluster Twitch. Je sais qu'il y a quelques activités encore organisées, puis sur le restant de l'année. Voilà, bonne journée à tous et bon appétit, surtout pour ceux qui sont en direct, puisqu'il est déjà maintenant 12h50, donc bon appétit. Oui, merci bien Charlie, salut. Merci Charlie. Merci.